Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette compilation numéro 3 de 10 Japan Horror Stories. J'espère que vous êtes prêts à enchaîner ces 10 affreuses histoires d'horreur venant tout spécialement du Japon. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. Ma sœur et moi avons toujours été proches l'une de l'autre. Nous n'avons que 2 ans d'écart et je suis la plus jeune. On s'est toujours très bien entendus. On a cette chance d'avoir une relation très spéciale. Ma sœur est la personne la plus importante pour moi. Je ne sais pas ce qui pourrait se passer si jamais je la perds. Je préfère ne même pas y penser, ça m'angoisse. Pour mettre un peu les choses dans leur contexte, à l'heure où je vous raconte cette histoire, j'ai 22 ans et ma sœur 24. Nous vivons toutes les deux dans un petit appartement miteux. De plus, ce logement ne possède qu'une chambre, et donc nous devons dormir ensemble sur un lit superposé. Ma sœur a décidé de prendre le lit d'en haut et j'ai accepté de prendre celui du bas. Nous n'avons malheureusement pas le choix. Nous avons perdu nos parents très jeunes. C'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup affectée. Ma sœur un peu moins. À l'inverse de moi, ma sœur ne s'entendait pas du tout avec nos parents. Elle a toujours été de nature solitaire, tandis que moi j'ai toujours eu besoin d'être proche de ma famille. Ça explique pourquoi je suis aussi proche de ma sœur. C'est la dernière famille qu'il me reste, et ma seule amie aussi. Nous avons dû partir loin de notre ville. Nous avons décidé de rester au Japon, mais on avait vraiment besoin de prendre l'air et donc de changer de vie par la même occasion. Ma sœur a rapidement trouvé un travail de serveuse dans un petit café. Pour ma part, j'ai dû stopper mes études pour travailler à l'accueil d'une petite librairie de quartier. Nos salaires ne payent pas de mine. Mais au moins, nous avons un toit sur la tête, donc nous évitons de nous plaindre de notre misérable vie, car il existe toujours bien pire ailleurs. Il faut toujours essayer de penser au positif, même si parfois c'est difficile. En arrivant dans cette nouvelle ville, ma sœur a rencontré quelqu'un à son travail, Toshio, un très beau jeune homme, respectueux et gentil. Ma sœur est tout de suite tombée sous le charme. Comme elle est assez réservée, je l'ai poussée à exprimer ses sentiments à ce jeune homme qui venait au café très régulièrement. Elle a eu beaucoup de mal, mais un jour, elle a finalement sauté le pas et puis ils ont fini par se mettre ensemble. C'est la première fois que ma sœur avait quelqu'un dans sa vie. Sa timidité lui avait toujours posé défaut et finalement, il ne lui restait que des remords à chaque fois, car elle n'osait jamais. Et je savais pertinemment qu'elle en souffrait, même si elle n'en parlait pas. Le souci étant, c'est que Toshio a cassé récemment avec ma sœur. À partir de là, ça a été la descente aux enfers pour elle. Cela fait plusieurs jours que je ne dors plus. Ma sœur ne s'arrête jamais de pleurer, et cela dure depuis la rupture. Elle me garde éveillée par ses pleurs. J'ai beau me retourner 100 fois de chaque côté du lit, ses pleurs résonnent à mes oreilles et impossible pour moi de plonger dans les bras de Morphée. Évidemment, en premier temps, j'ai tout fait pour qu'elle se sente mieux. J'ai essayé de la consoler comme je pouvais. Le problème, c'est que je n'avais pas les mots. Et elle a continué à pleurer durant des nuits entières, malgré mes tentatives pour qu'elle se calme et qu'elle essaye de se remettre de sa rupture. J'ai fini par laisser tomber, voyant que c'était vain. Le problème, c'est que je tombais de fatigue tout le temps. J'étais complètement épuisée. J'avais beau être dans cet état, je n'arrivais pas à dormir. Puis, vint une nuit où je me suis sentie tellement frustrée que je suis sortie de mon lit en colère en lui disant de se la fermer. J'étais vraiment à bout. Je ne supportais plus le fait de ne plus dormir. À ce moment, elle s'est arrêtée. Je me suis recouchée et j'ai commencé à fermer les yeux. J'ai fini par m'endormir, enfin. Le lendemain, je suis allée au travail et j'ai fini assez tard, donc j'ai mangé sur la route et je suis rentrée directement pour me mettre au lit. Quand je suis arrivée dans l'appartement, tout était dans le noir. Je ne me suis pas posé plus de questions, peut-être parce que ma sœur était déjà au lit. Il était tard à ce moment. Je me suis préparée à aller au lit et je suis entrée dans la chambre. Pareil, la pièce était aussi dans le noir. Je me suis installée sous les couvertures, visage face au mur, comme à mon habitude. Puis j'ai fermé les yeux, mais c'est là que j'ai réalisé que je ne l'entendais plus du tout pleurer. Elle était dans le lit juste au-dessus de moi, et je n'entendais plus le moindre bruit. C'était très perturbant.
Avant, je ne pouvais pas m'endormir parce qu'elle pleurait. Maintenant, je ne peux plus dormir parce qu'elle ne pleure plus. Je me suis sentie très mal. Est-ce que j'avais été trop loin en lui disant de se la fermer ? De peur que ça l'ait blessée, j'ai décidé, hésitante, d'entamer une conversation nocturne. « Grande sœur, tu dors ? Non. Est-ce que ça va aujourd'hui ? Ouais, je vais mieux aujourd'hui. Super. Tu verras, tu trouveras un mec largement mieux que lui. Patience, il paiera pour tout le mal qu'il t'a fait. De toute façon, il ne mérite pas une fille comme toi. Et si on allait voir un film demain ? Un film ? Ouais, et puis on pourrait aller faire du shopping aussi. Ça te fera du bien. Bien sûr, bonne idée. Je me suis sentie tellement soulagée après cette conversation. Elle ne m'en voulait pas du tout. Peut-être que parfois, il faut se montrer un peu ferme avec certaines personnes pour qu'elles réagissent et qu'elles passent à autre chose. J'étais contente. Finalement, j'avais adopté la bonne façon de faire. Il y avait juste une petite chose qui me dérangeait à ce moment. C'était la voix de ma sœur. On aurait dit qu'elle avait attrapé froid. Je voulais m'assurer que tout allait bien, alors j'ai réentamé une conversation. « Grande sœur, est-ce que tu dors ? » Désolée, j'ai un peu mal à la gorge. Tu as attrapé froid ? Non, ce n'est pas un rhume. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Tout va s'arranger, grande sœur. Je suis vraiment contente que tu ne pleures plus. Merci. Merci à toi. Grâce à toi, je me sens beaucoup mieux. J'avais vraiment peur que tu m'en veuilles. Bonne nuit à toi. Toi aussi. J'ai été vraiment soulagée de l'entendre dire ça. Face au mur, j'ai lentement commencé à m'endormir, tandis que j'entendais le bruit du vent souffler contre la fenêtre entr'ouverte. Il faisait un peu froid, mais j'étais si bien dans mon lit et dans mes couvertures toutes chaudes. Mais je savais qu'on allait attraper froid si je laissais la fenêtre ouverte. Dans un énorme effort, je suis sortie de sous les couvertures et me suis dirigée vers la fenêtre. Les rideaux étaient tirés, ce qui permettait de laisser la pièce dans l'ombre, mais sans le faire exprès, au moment de fermer la fenêtre, les rideaux se sont un peu décalés sur le côté, et j'ai vu une ombre dans mon dos. Une ombre assez épaisse. Je me suis tournée doucement vers celle-ci. Ce que j'ai vu, à ce moment précis, restera à jamais dans ma mémoire. J'ai écarquillé les yeux, bouche bée. Ma sœur était là, le corps suspendu au plafond, inerte. Et c'est là que j'ai réalisé que son mal de gorge n'était pas parce qu'elle avait attrapé froid. En fait, elle était en train de se pendre pendant que je lui parlais. J'ai vu qu'on pouvait partager nos témoignages paranormaux ici, et j'en ai justement un à raconter. Bon, c'est quelque chose qui s'est passé il y a à peu près 20 ans, et c'est surtout ma mère qui l'a vécu. Mais elle m'a tout raconté en détail, parce que c'est une expérience qui l'a vraiment marquée. À l'époque où ça s'est passé, elle travaillait dans un magasin de nuit. C'était une petite épicerie de quartier, rien de très valorisant. Mais ma mère n'avait pas vraiment de diplôme ou de qualification, et surtout elle était très jeune. Mais elle avait besoin de ce travail pour pouvoir donner un coup de main à ses parents. Il faut savoir que ma mère a toujours vécu dans une famille modeste, et l'argent ne coulait pas à flot chez elle. Elle a toujours dû se débrouiller seule pour acheter des habits, se payer ses sorties, et même parfois pour avoir quelque chose à manger. C'était une période très compliquée pour elle et ses parents. Je dirais qu'à cette époque, elle devait avoir peut-être 16 ou 17 ans, donc encore lycéenne. Elle devait donc switcher entre le lycée et le travail. Ce n'était vraiment pas facile pour elle. Ça explique aussi pourquoi ses horaires se passaient la nuit. L'épicerie dans laquelle elle travaillait possédait une double porte d'entrée. C'est un détail très important comme vous pourrez le comprendre dans la suite de l'histoire. Il fallait que les deux portes, donc celle d'intérieur et celle d'extérieur, soient ouvertes pour que l'on puisse entrer. Entre les deux portes, il y avait un sas d'entrée qui faisait office de coupe-vent. Cette porte ne possédait aucun système sonore qui annonce l'entrée d'une personne dans l'épicerie. De nos jours, on ne voit que très rarement ce genre d'entrée, surtout dans une épicerie. C'était une petite boutique assez populaire dans le quartier, et ma mère était tellement aimable et avenante envers les clients qu'elle avait réussi à se faire une clientèle très fidèle, qui ne venait que quand elle travaillait. Quand elle m'a raconté ça, j'ai trouvé ça vraiment adorable, j'avoue. Un jour, alors qu'elle était en train de faire un peu de mise en rayon, elle a eu comme une impression que la porte de l'épicerie s'ouvrait. Elle s'est levée et a regardé vers celle-ci pour accueillir chaleureusement le client qui venait d'entrer. Mais il n'y avait personne.
Elle s'est approchée de la porte et elle a vu qu'elle était fermée. Il était assez tard dans la nuit, donc directement elle a pensé que la fatigue commençait à la faire divaguer et que c'est son esprit qui lui jouait des tours. Elle est retournée à sa tâche en essayant de penser à autre chose. 30 minutes se sont écoulées et elle a eu de nouveau l'impression que la porte s'ouvrait. Elle pensait qu'un client était entré dans la boutique, mais en regardant, elle vit encore une fois qu'il n'y avait personne et la porte était toujours fermée. Ma mère a commencé à se poser de sérieuses questions. C'était quand même la deuxième fois que ça arrivait, mais ma mère a laissé une nouvelle fois le bénéfice du doute. Après tout, je le répète, il était tard, et il était fort probable que la fatigue joue énormément là-dedans. Le souci, c'est que ça a recommencé 4 ou 5 fois. Ma mère a commencé à penser qu'elle était en train de devenir folle, et s'est sentie complètement terrifiée. Par chance, ma mère n'était pas seule à ce moment. Un client était resté discuter avec elle dans la nuit. Il était assis au comptoir de la caisse, et il a dit à ma mère: « Il y a quelque chose qui ne va pas avec la porte depuis quelques heures, non ?» Ma mère a été très surprise qu'il dise ça, et s'est empressée de lui répondre. « Vous aussi, vous l'avez ressenti. C'est effrayant. » Ils étaient tous les deux bien d'accord pour dire qu'une atmosphère bizarre planait dans le magasin. Elle se sentait quelque peu rassurée puisque finalement, grâce au témoignage de ce client, elle se rendait compte que ce n'était pas son esprit qui lui jouait des tours, ni la fatigue qui était en cause, mais qu'il y avait bien quelque chose qui n'allait pas. Dans la nuit, d'autres clients sont venus, et ma mère s'est à chaque fois occupée de les encaisser. À ce moment, l'atmosphère lourde qui se faisait ressentir se dissipait. C'était assez bizarre. Et chaque fois que les clients lambda quittaient le magasin, l'atmosphère pesant réapparaissait d'un coup. Pour expliquer les choses plus précisément, il leur semblait que l'air autour d'eux s'était changé en eau, tant c'était devenu lourd et irrespirable. Le client habitué, qui était toujours assis près du comptoir, a commencé à dire à ma mère: « Il se passe quelque chose d'étrange. » Ma mère s'est vraiment inquiétée à ce moment, et n'a pas attendu pour prendre la décision d'appeler à l'aide. Au Japon, la nuit, il y a différents services que l'on peut contacter lorsque l'on rencontre un problème. Elle a directement pensé que l'un de ces services pourrait faire quelque chose pour elle. Malheureusement, ni la police, ni les pompiers ou tout autre service dans le même genre n'a voulu se déplacer pour ce cas. Elle s'est sentie vraiment démunie et ne savait plus quoi faire. Elle a donc attendu le matin que le gérant vienne travailler pour lui parler de ce qu'il s'était passé cette nuit-là. Le client habitué, témoin principal et indispensable, a évidemment appuyé les dires de ma mère. Le gérant a été choqué de ce que ma mère avançait et a eu beaucoup de mal à croire ses dires, mais heureusement qu'elle avait l'appui du client habitué. Ça l'a beaucoup aidé à donner de la véracité à ses paroles. Par chance, le gérant de la supérette connaissait une femme spécialisée dans ce genre d'événements et l'a appelée suite à cette discussion. La femme vivait à 200 km de là, mais de ce que ma mère m'a raconté, elle a sauté dans sa voiture pour arriver 2 heures plus tard au magasin. À peine entrée, elle a exprimé le fait qu'il y avait bien quelque chose, selon elle, dans le sas d'entrée. Le problème, c'est qu'elle ne comprenait pas réellement de quoi il pouvait s'agir. Je pense sans doute que cette femme était la seule à pouvoir voir cette chose, mais malgré tous ses efforts, elle n'arrivait pas à en deviner ses intentions. De ce qu'elle a dit, elle ne ressentait pas spécialement de mauvaises ondes, mais pas de bonnes non plus. Elle était très étonnée, car de toute sa vie et de son expérience en tant que médium, c'était la première fois qu'elle avait affaire à un cas comme celui-ci. Elle a passé plusieurs heures à faire des espèces de rituels. Elle est soudainement tombée au sol en s'évanouissant. Ma mère s'est tout de suite occupée d'elle, et voyant qu'elle ne se réveillait pas, elle a appelé les urgences dans l'immédiat, et la médium s'est tout de suite fait embarquer. Elle est restée hospitalisée jusqu'à la journée du lendemain, et elle est donc revenue ce jour même en expliquant que tout allait bien, mais que les rituels lui avaient pris beaucoup d'énergie, ce qui explique son évanouissement. Ma mère était tellement rassurée de cette nouvelle, et la médium a expliqué qu'elle reviendrait tous les 3 jours faire de petits rituels pour d'une part ne pas trop vider son énergie et pour voir si de petits rituels réguliers suffiraient à faire partir l'esprit. Et c'est donc ce qu'il s'est passé. Cette femme venait tous les 3 jours au magasin. Elle s'adressait à l'esprit en lui disant qu'elle était de retour et chantait des chansons en mettant du sel un peu partout, puis repartait. Malgré tout ça, ma mère et les clients habitués du magasin avaient cette impression que quelque chose s'accrochait à leur corps à chaque fois qu'ils passaient dans le sas d'entrée. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est que les autres clients, eux, ne ressentaient aucunement cette gêne. Environ un mois plus tard, tandis que la médium avait effectué un rituel tous les 3 jours, elle a soudainement annoncé en arrivant: « Pas là aujourd'hui !»
Ma mère et les clients habitués ont tout de suite compris que cette phrase annonçait la disparition de la chose qui s'accrochait à eux. Le malaise que ressentait ma mère et les habitués en passant dans le sas d'entrée avait lui aussi disparu. Tout le monde s'est senti tellement soulagé et c'était comme un jour de fête. Cette médium était vue comme une héroïne aux yeux des gens de la supérette. Ma mère s'est approchée de la médium pour la remercier sincèrement. Mais une question lui trottait quand même dans la tête. Mais qu'est-ce que c'était? Il semble qu'effectivement la femme médium ait réussi à faire fuir cette chose, mais elle n'a jamais su ce que ça pouvait être, et à part ma mère et les clients habitués, personne n'en a jamais rien su. Avant que ma mère me raconte cette histoire, je pensais que les fantômes ou les esprits, comme vous préférez, étaient semblables aux êtres humains. C'est pour ça que cette histoire m'a marquée. Depuis le passage de cette femme, la chose n'est plus jamais revenue, et on peut donc dire que tout est bien qui finit bien. Et oui, toutes les histoires paranormales ne finissent pas forcément mal. Salut à tous. Moi c'est Eiji Goto. J'ai actuellement 28 ans et je vis seule dans la ville de Toyonaka. C'est une municipalité du Japon qui fait partie de la préfecture d'Osaka. Je dirais que c'est quand même une assez petite ville comparée à notre capitale de Tokyo. J'ai toujours vécu des jours très paisibles dans cette ville. J'ai toujours vécu dans celle-ci de toute manière, et je ne souhaite pas déménager. Tous mes souvenirs d'enfance s'y trouvent. Je fais partie de ce genre de gens qui n'aiment pas le changement. À mon âge, évidemment, j'ai déjà mon propre appartement. Même si ça fait peu de temps, j'avoue. Je suis partie à l'âge de mes 26 ans de chez mes parents. Je dirais pas qu'ils m'ont viré, mais ils m'ont bien fait comprendre qu'il était plus que temps que je prenne mon envol, et que je bâtisse ma vie par mes propres moyens. C'est une chose que je peux comprendre, mais vivre seule n'est pas chose aisée pour moi. J'ai pas vraiment de réels amis avec qui sortir. Mes seuls contacts sont sur Internet. Et pour ma petite amie, n'en parlons pas. J'en ai jamais eu. Je suis bien trop timide pour approcher une fille. C'est dommage, j'aimerais bien avoir une petite amie. Au moins, elle me tiendrait compagnie chez moi. Pour le moment, ce sont mes parents qui payent le loyer de mon appartement. Je n'ai pas vraiment de travail. À chaque fois que je me fais embaucher, je comprends pas pourquoi, mais je perds très rapidement mes emplois. Souvent les patrons disent que je suis un flemmard, ou des trucs comme ça. Alors ok, je suis pas l'employé le plus rapide, mais de là à dire que je suis un flemmard, c'est un peu abusé je trouve. Du coup, je passe mes journées pour la énième fois à postuler pour des annonces sur internet. Le souci étant, c'est que j'ai pas vraiment de qualification. Et mon père m'a clairement dit de ne pas parler de mes précédentes expériences qui se sont mal passées. Il m'a dit que ça m'aiderait pas du tout pour me faire embaucher. Je trouve ça un peu bête, c'est quand même des semaines d'expérience. Mais bon, c'est lui le pro, alors je l'écoute. Même si c'est très dur de trouver un emploi sans expérience. J'essaye de m'accrocher. Après, bon, pour être honnête, je recherche pas vraiment. En fait, pendant mes recherches, ça m'arrive fréquemment de me perdre sur Internet. Vous savez comment ça se passe, hein. On visite des sites et puis au bout de quelques minutes, on se dit « Oh tiens, si je faisais une petite pause de 5 minutes ?» Forcément, les 5 minutes se transforment en 5 heures et finalement, les recherches n'avancent pas trop. Voilà le genre de gars que je suis. Un raté, on peut le dire. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'ai décidé de m'y mettre sérieusement. Je me connecte donc sur mon ordinateur, concentré. Je vais sur les sites de petites annonces, tranquillement. Alors, recherche employé libre-service pour travailler au... Pour un 40 heures par semaine. Quoi ? 40 heures par semaine ? Mais qui travaille autant d'heures ? Mais c'est beaucoup trop ? J'aurai plus le temps de me reposer si je fais un travail comme celui-là. En plus, ce magasin se trouve à 20 minutes de chez moi. C'est beaucoup trop loin. Faut que je trouve quelque chose de plus proche. J'ai donc réduit la distance entre chez moi et les lieux de travail. Ok, il n'y a plus qu'une annonce. Recherche vendeur en boulangerie pour un 15 heures par semaine. Débutant accepté. Oh, mais c'est parfait ça ! 15 heures par semaine, c'est exactement ce qu'il me faut. Par contre, boulangerie, faut pas se lever genre hyper tôt pour ça. Vas-y, je laisse tomber. Après ces nombreuses recherches infructueuses, j'ai décidé de m'effondrer sur mon siège, complètement désespérée. Y a rien qui me va. Je vais jamais trouver un travail, ça me saoule. Bon, j'ai quand même passé 10 minutes à faire des recherches. Je mérite bien une petite pause, ouais.
Je me suis donc redressée pour regarder mon écran d'ordinateur. Il est à peu près 22h et je décide donc de traîner un peu sur le net, histoire de m'occuper un peu l'esprit après toutes ces épuisantes recherches. De toute façon, faire des recherches à cette heure-ci ne pourront me mener à rien. Je décide de retourner sur le groupe Facebook sur lequel je traîne la plupart du temps. C'est un groupe lié à tout ce qui est paranormal. J'adore ce genre de contenu. Et même si souvent je sais que les gens truquent leur image pour faire croire qu'il y a des esprits, c'est un des sujets qui m'intéresse le plus. Je me suis donc connectée sur mon profil et je me suis rendue directement dans le groupe. J'ai loupé plus de 25 publications rares. C'est un groupe très actif qui comptabilise plus de 5000 membres, donc il y a des centaines de publications par jour. Et je refuse d'en louper une miette. Je me mets donc à lire les publications et je suis tombée sur ce post intéressant. Le gars qui a publié ça explique que c'est une histoire qui traîne sur le web. Il avait mis le lien de la page. J'ai donc cliqué dessus pour voir de quoi il s'agissait. C'était une page qui expliquait comment voir les fantômes. En gros, les explications étaient énumérées comme un rituel à faire. J'ai vraiment trouvé ça cool et comme j'ai envie de me changer les idées et que le paranormal me passionne, c'est vrai que j'ai directement décidé d'essayer ce petit rituel. Alors, le premier point explique les ingrédients dont on a besoin pour l'effectuer. Il faut donc du sel, un bandeau noir et un couteau ou quelque chose qui coupe. Bon, très clairement, je possède au moins le sel et le couteau. Mais le bandeau noir, je suis pas vraiment sûre. Je me suis donc levée de ma chaise pour aller fouiller un peu dans mon armoire, voir si j'en avais pas un qui traîne. Et bingo, j'en ai bien trouvé un. Je me rappelle que je l'avais acheté il y a longtemps, quand j'étais encore au lycée. Je suis vraiment contente d'avoir tous les ingrédients nécessaires pour effectuer ce rituel. Le deuxième point explique comment procéder. Déjà, il est spécifié qu'on peut démarrer le rituel uniquement à 2h du matin et qu'il faut absolument éteindre toutes les lumières puis se couvrir les yeux avec le bandeau. Je m'exécute donc, éteins toutes les lumières de mon appartement, puis attache le bandeau derrière ma tête. Le rituel précise donc qu'il faut mettre un peu de sel dans la main gauche et garder l'objet tranchant dans la main droite. Bon, bah c'est parti. Le troisième point précise qu'il faut fermer la porte d'une pièce vide et toquer 3 fois en demandant s'il y a quelqu'un. Cette action est à réitérer encore une fois. Donc je m'exécute, retoque 3 fois d'affilée et repose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Pour finir, il faut réexécuter la même manipulation. Je toque donc une dernière fois 3 fois à la porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Le site explique que si on n'a pas de réponse, la phrase à dire est la suivante. Si c'est pas le bon moment, je vais attendre que tu sois prêt à sortir. Je m'incline donc face à la porte, yeux toujours bandés, par signe de respect, et je décide de toujours, sans enlever le bandeau de mes yeux, de retourner dans ma chambre. Je m'assis en tailleur et je commence à patienter que le fantôme montre le bout de son nez. Le rituel précise explicitement qu'une fois le rituel entamé, il est impossible pour l'utilisateur de retirer le bandeau, de bien garder le sel dans sa main et de garder le couteau empoigné avec la seconde. J'ai donc attendu comme ça, sans rien. Concrètement, je pourrais pas vous dire combien de temps est passé, mais le fait d'attendre juste comme ça, et en plus sans rien pouvoir voir, c'est d'une part très frustrant, mais ça a aussi une part très effrayante. J'ai commencé à imaginer un tas de scénarios dans ma tête. Et si le fantôme ne se manifeste pas, mais qu'au moment où je retire mon bandeau, il est juste devant moi? Ou pire encore, est-ce que pile à ce moment, c'est pas une réelle personne qui pourrait être juste devant moi? C'est complètement terrifiant de penser à ce genre de choses. J'ai l'impression de devenir totalement paranoïaque. Soudainement, tandis que je suis plongée dans mes pensées glauques, j'entends un bruit qui me fait figer. C'est le petit clic de ma poignée de porte. Je l'entends qui s'ouvre dans un grincement lent. Est-ce que ça a fonctionné ? Mon corps commence à trembler de façon instinctive. Je tiens le couteau bien fermement et je décide de retirer immédiatement le bandeau. Il faut que je voie ce que c'est. Maintenant ! Je fais mon possible pour détacher le bandeau le plus vite possible. Oh non, putain, j'arrive pas à le retirer. La panique prend le dessus sur moi. Sans rien voir, je suis complètement sans défense. Après quelques secondes à me débattre pour l'enlever, je réussis finalement à dénouer le nœud derrière ma tête et je m'empresse de jeter le bandeau par terre. La goutte au front, je regarde la porte qui est ouverte face à moi. Y a personne. Je regarde la pièce autour de moi, je vois strictement rien. Je me lève et sors de ma chambre. Mes pas sont lourds et j'entre dans le couloir près de la porte où j'ai toqué plusieurs fois tout à l'heure. Une atmosphère étrange règne à ce moment précis. Cette porte, qui auparavant était bien fermée, se trouve maintenant à demi ouverte. Je ressens à cet instant une peur intense en moi. Je suis pas du genre froussard d'habitude,
Mais là, je sais que quelqu'un ou quelque chose a entrouvert cette porte. Elle était bien fermée juste avant. Je m'en approche prudemment et jette un coup d'œil à l'intérieur. La pièce est vide. Je décide donc de me balader, toujours aussi prudemment, dans tout mon appartement, afin de vérifier toutes les pièces de celui-ci. Mais il y a toujours personne. Je vous avoue que c'est une déception pour moi. En plus d'avoir attendu plus d'1 heure assis par terre pour rien, j'ai du sel plein la main. Je suis complètement en transpiration. Je décide donc de me diriger dans ma cuisine et allume l'eau de l'évier afin de me laver les mains. Pfff, je le savais que c'était des conneries. Tandis que je me lave les mains, je soupire longuement en me disant que je suis vraiment quelqu'un de crédule. C'était évident que ce rituel était complètement bidon, comme 90% des autres. J'aimerais bien un jour pouvoir trouver un rituel horrifique véridique. J'adore la sensation de peur, et là, je ne ressens que de la déception. Après, pour être honnête, j'ai quand même ressenti de la peur le temps que j'avais les yeux bandés, et je sais que j'ai bien entendu une porte s'ouvrir. Disons que cette expérience n'était pas aussi décevante que ça. Suite à ça, je décide de retourner dans ma chambre et de m'allonger dans mon lit, yeux rivés sur le plafond. Le temps de faire ça, je me suis même pas rendu compte qu'il était déjà 4 heures du matin. Je me sens vraiment fatiguée. Une fois installée, je me rends compte que j'ai oublié d'éteindre mon ordinateur. Il est resté allumé pendant tout ce temps. Oh, j'arriverai jamais à dormir si je suis éclairée par l'écran. Je vais aller l'éteindre. Je me relève donc et me dirige vers mon bureau. Je reste un moment appuyé sur le bouton power de ma tour, le temps que le système capte le signal, et mon écran s'éteint progressivement. Je me retourne, marchant et bâillant quand, soudainement, j'entends un petit bruit venant de mon bureau. Mes yeux se tournent vers l'écran de l'ordinateur et je reste figée. Il y a cette femme ensanglantée qui sort de mon écran et qui me fixe de ses yeux noirs. C'est là que je comprends tout. Le rituel précisait qu'il fallait que toutes les lumières soient éteintes. Et je n'ai jamais éteint mon ordinateur durant tout ce temps. Ce jour-là, il faisait terriblement chaud. On était en plein été. Il faut savoir qu'au Japon, les étés sont comparables aux canicules. C'est presque invivable. Personnellement, j'ai toujours vécu à Kobe et les étés sont tout simplement étouffants et irrespirables. J'évitais le plus possible de sortir durant cette saison, sauf pour cas urgents, comme aller faire mes courses ou rendez-vous professionnels. Je suis une jeune femme de 24 ans et je vis seule dans un petit appartement. Il paye pas de mine, je vais pas vous mentir, mais pour une jeune femme seule, c'est largement suffisant. J'ai décidé de prendre cet appartement le temps de trouver un travail qui paye bien pour pouvoir par la suite emménager dans un appartement bien plus luxueux. Je vivais assez éloignée de ma famille et donc ma mère m'appelait toutes les semaines. Ce jour-là, j'étais assise à la table de mon salon, ventilateur allumé, tandis que je tapotais sur mon ordinateur. Mon téléphone a sonné et c'était ma mère. Allô ? Bonjour ma chérie, comment vas-tu? Bien et toi ? Ça va, ça va. Il fait très chaud en ce moment. C'est pareil pour toi? Oh, ici il fait super chaud. En plus, je vis dans un demi-sous-sol, alors l'air ne passe pas. Oh, ma pauvre chérie. J'espère que ça va aller. Tu n'as pas l'air conditionné? L'air conditionné ? Si, mais je peux pas l'allumer. Ah bon? Pourquoi? Parce que ça fait directement monter ma facture d'électricité, maman. Oh, ça doit être insupportable pour toi. J'essaye de laisser les portes fermées, histoire que la chaleur rentre le moins possible. Oui, c'est une bonne idée, ma fille. Je vais devoir te laisser. Mais on se voit vite, d'accord? Je ne pourrai venir que le mois prochain, maman. Oh, ça paraît si loin. Je sais. À moi aussi. Tu me manques, maman. Mais on se rappelle la semaine prochaine, d'accord? Tu me manques aussi, ma fille. Prends soin de toi, d'accord? Et si tu as le moindre souci, tu m'appelles dans l'immédiat. Je te fais plein de bisous. Je t'aime. Promis, maman. Je t'aime aussi. À bientôt. Nous avons terminé par raccrocher tandis que je retournais à mon activité sur l'ordinateur. J'ai soudainement senti comme un souffle derrière ma nuque et une sensation intense d'un regard qui se posait sur moi. J'en ai frissonné tellement ça s'est passé rapidement. J'ai relevé la tête, totalement figée. Je n'osais pas me retourner de peur de voir quelque chose d'effrayant. Avec un courage surhumain, je me suis tournée et c'est là que j'ai aperçu 2 gros yeux me fixer. J'ai poussé un hurlement de peur. Ah !
Ce que j'ai oublié d'expliquer, c'est que je vivais dans un demi-sous-sol, donc j'avais quand même des petites fenêtres tout le long des murs. Et là où je me trouvais, au niveau de mon salon, il y avait une toute petite fenêtre juste derrière moi. C'était là où j'avais vu ces deux gros yeux. Je m'étais empressée de sortir mon téléphone et d'envoyer des SMS à Yukio, mon frère. Yukio, ça te dérangerait de venir chez moi ? Qu'est-ce qu'il y a? Depuis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui regarde dans ma chambre. Je veux pas rester toute seule, j'ai trop peur. Je suis au travail. Appelle la police. Suite à cette conversation avec Yukio, j'ai composé le 110. C'est le numéro de la police au Japon. J'étais complètement paniquée. La ligne a sonné pendant un petit moment jusqu'à ce que quelqu'un prenne mon appel. Police, bonjour, quelle est votre urgence? Oui, bonjour, je m'appelle Yuna Masako. Et il y a quelqu'un qui me regarde chez moi, j'ai très peur. Il est à l'intérieur de chez vous? Non, il est dehors, il regarde par ma fenêtre. Il est toujours là? Je me tournais vers la petite fenêtre pour voir si l'homme était toujours en train de me regarder. Mais il était plus là. Non. Donc il est parti. J'imagine. Alors, le problème est réglé. Mais, et s'il revient ? Du moment que l'homme n'entre pas chez vous par effraction, nous ne pouvons pas faire d'intervention. Tirez vos rideaux ou fermez vos volets. Mais vous comprenez pas que je suis complètement terrorisée ? Désolée madame, mais ceci n'est pas une urgence. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Je n'avais même pas eu le temps de répliquer à sa phrase qu'elle avait déjà raccrochée. J'étais complètement effarée. J'ai repris la conversation avec Yukio. Je l'ai fait, mais ils ont dit que si le mec rentrait pas par effraction chez moi, il n'interviendrait pas. Et si c'était un nouvel harceleur ? Comme avant ? Yukio, j'ai vraiment peur. D'accord. Je passerai ce week-end. J'étais en train de taper mon message suivant quand Yukio m'en a renvoyé un. T'es bien trop sensible. Ces mots m'ont blessée. Je n'étais absolument pas trop sensible. Il ne pouvait juste pas comprendre la douleur de se faire harceler. J'avais vécu ça pendant mes 3 ans de lycée. Il ne savait pas ce que l'on pouvait ressentir face à ces monstres. Je refusais catégoriquement de devoir revivre la même chose que l'on m'avait fait subir. Je pensais franchement qu'il n'en avait rien à faire de ce que je pouvais ressentir. Il n'avait jamais vécu ce calvaire. Et puis, me dire qu'il allait passer ce week-end, c'était inutile, c'était bien trop loin. Moi, j'avais peur maintenant. Puis, c'était normal pour une femme d'avoir ce genre de crainte quand même. Il était hors de question que je me laisse envahir par la peur. J'ai donc décidé de verrouiller ma porte d'entrée, de fermer toutes mes fenêtres. J'ai tout de suite su qu'il fallait que je gère ma propre sécurité. Suite à ça, je me suis réinstallée devant mon bureau et j'ai repris mon activité de départ. Bon, j'avais pas donné de précision sur ce que je faisais, mais il faut savoir que je traînais beaucoup sur un certain forum. Il s'appelait Vivre Seul. J'allais beaucoup dessus, car ça me rassurait, et seules les personnes vivant seules comme moi partageaient des choses et parlaient de leurs craintes. On y trouvait beaucoup de soutien. Ce site me rassurait au plus haut point, mais je ne sais pas si c'est un hasard, je suis tombée sur ce poste, meurtrier se cachant dans l'appartement d'une fille seule. Vu ce qu'il venait de m'arriver, je sais très bien que ce n'était pas une bonne idée d'aller voir ce genre d'article, mais j'étais vraiment curieuse d'en connaître les détails, et j'ai donc cliqué sur le lien du post. Les gars, vous avez vu cet article ? Il y a ce gars complètement fou qui s'est caché dans l'appartement de cette fille à la rue 35. Elle vivait seule et il est resté caché pendant 3 jours. Mais elle le savait pas. C'est vraiment effrayant. Apparemment, il se cachait sous son lit. Je remercie Dieu de ne pas avoir de lit. Sérieusement ? Un mec avait vraiment fait ça ? Mais c'était terrible ! Forcément, ce genre de post attirait toujours du monde, et ça n'a pas loupé puisqu'il y avait déjà pas mal de commentaires sous ce post. Oh mon Dieu, moi aussi je vis là. C'est effrayant. Moi aussi, tu penses que la valeur de la propriété va baisser ici, du coup? Vous ne trouvez pas que les endroits comme les armoires ou les étagères sont vraiment effrayants? Ouais, son poste est un peu bidon. Regardez-le rire parce qu'il n'a pas de lit. Pourquoi t'es si dur? Prends une douche froide ou quelque chose pour te calmer. Quand tu es seul et effrayé, avoir une religion peut vraiment aider, je vous le jure. La peur et la terreur sont juste des illusions temporaires. Quand on accepte d'être plus spirituel, c'est là qu'on découvre la vérité supérieure. Ce post était tout simplement effrayant. À ce moment, j'ai ressenti comme des sueurs froides parcourir tout mon corps. Une boule a fait pression sur mon estomac et mes yeux n'arrivaient pas à se détacher des mots suivants. Apparemment, il se cachait sous son lit. Je remercie Dieu de ne pas avoir de lit. Vous ne trouvez pas que les endroits comme les armoires ou les étagères sont vraiment effrayants?
C'est comme si ces mots résonnaient à l'infini dans ma tête. Comment est-ce que c'était possible qu'une telle chose arrive? Et si le mec que j'avais senti me regarder était en fait actuellement caché sous mon lit? Je ne voulais pas l'imaginer, mais je n'arrivais pas à me retirer cette pensée de la tête. J'ai tourné les yeux vers mon lit, complètement angoissée. Et si quelqu'un était vraiment caché là, sous mon lit? Je fixais le dessous de mon lit avec insistance. Il y avait des tiroirs de rangement vides en dessous. Mais il était complètement possible que quelqu'un puisse se faufiler tout de même derrière et donc être bien présent en dessous. Oh mon Dieu! Il était bien là, l'homme de tout à l'heure, je venais de le voir! C'était impossible! J'étais en panique totale, je ne pouvais pas le croire. Je ne voulais pas mourir. Il fallait que je fasse quelque chose et maintenant... J'ai dégainé mon téléphone avec une vitesse incommensurable et j'ai recommencé à texter mon frère. Yukio, Yukio, Yukio! Je pense qu'il y a quelqu'un sous mon lit et ça me fait peur. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends un couteau? Dernièrement, j'ai lu qu'il y a beaucoup de crimes par rapport à des femmes qui vivent seules, tu le savais? J'étais au bout de ma vie. Pourquoi est-ce qu'il ne me répondait pas? J'avais vraiment besoin de son aide. J'étais juste toute seule à la merci de ce psychopathe. J'avais bien trop peur pour continuer de rester comme ça sans rien faire, à attendre que ce malade mental sorte de dessous de mon lit. Il fallait que je fasse quelque chose. Il le fallait impérativement. Je me suis donc empressée de me lever, me dirigeant vers mon lit. J'ai mis absolument tout ce que je pouvais dans les tiroirs sous le lit pour combler le moindre trou. Voilà. Au moins, je suis sûre que rien ni personne ne pourra s'introduire ici. Je m'étais sentie soulagée tellement rapidement grâce à cette solution, au moins je pouvais être certaine que personne ne pourrait se cacher à cet endroit. J'allais pouvoir retourner à mes occupations. Mais au moment de me lever, une pensée a traversé mon esprit tel un éclair. Attends, c'est possible que quelqu'un soit caché dans l'armoire aussi? Non, je vais prendre aucun risque. Ni une ni deux, j'ai ramené autant d'affaires que j'ai pu et j'ai bourré l'intérieur de l'armoire jusqu'à ce que le moindre trou soit bouché. J'ai essayé du mieux que je peux de combler le plus d'espace possible. Je ne peux pas laisser un seul trou. Non, je ne peux pas. J'ai fermé l'armoire en vitesse avant que tout ne tombe de celle-ci. Une fois de plus, je me suis sentie soulagée et une sensation de paix est venue entourer mon corps. Mais à nouveau, une pensée m'a frappé la tête. Mais, et si quelqu'un se trouvait sous l'évier ? Non, 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 je ne peux pas laisser ça comme ça. Je me suis empressée de remplir le placard sous mon évier avec tout ce que je pouvais. Il ne fallait pas que le moindre espace soit disponible. Suite à ça, j'ai renvoyé des SMS à Yukio. Quand est-ce que tu viens? J'ai trop peur pour rester seule. Je suis probablement en sécurité maintenant, pas vrai? J'ai bouché tous les espaces dans mon appartement, au cas où quelqu'un serait là. Je devrais être bien maintenant, pas vrai? Avec tout ça, je n'avais même pas vu l'heure passer. Il était déjà 22h passées et c'était donc l'heure pour moi d'aller me mettre au lit. Je suis donc partie m'allonger sous mes couvertures, téléphone en main. J'attendais les réponses de Yukio avec impatience quand soudainement un bip a retenti. Pas n'importe quel bip. C'était le keypad de mon appartement. Quelqu'un était très clairement en train de taper un code dessus. Quelqu'un voulait entrer chez moi. Mais qui ça pouvait être à cette heure-ci ? Est-ce que c'était un de mes voisins qui s'était trompé de porte? C'était peut-être un mec bourré? J'étais totalement effrayée tandis que je me levais vers la porte. Tout doucement, j'ai dit « Qui est là ?» Personne ne répondait à ma question. Je restais figée face à la porte d'entrée. Je ne voulais pas regarder dans le Judas s'il y avait quelqu'un ou pas. J'étais seule, sans défense, complètement terrifiée. J'ai repris l'initiative d'envoyer à nouveau des messages à Yukio. Je pense qu'il y a quelqu'un derrière ma porte. Quelqu'un tape un code sur mon keypad. Et s'il était en train de me regarder par le trou de la porte? Je pense qu'il y a quelqu'un dans mon appartement. Je pense sérieusement qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Quoi? Mais pourquoi il me croyait pas? Et si quelque chose m'arrivait? J'étais certaine que quelqu'un se cachait bel et bien chez moi. C'était complètement évident. Oui, c'était ça. Il pouvait me voir avec une caméra secrète cachée quelque part, ou à travers un trou étroit, je ne savais pas. Mais je savais très bien qu'un inconnu indésirable était là. Je ne pouvais pas rester comme ça dans cet état. J'allais complètement perdre les pédales sinon. Mais attendez, et si c'était sous mon oreiller? Oh non, 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 non. Il fallait que je couvre le moindre petit trou. Je me suis levée en trombe, attrapant un rouleau de gros scotch, et j'ai scotché absolument
tout ce que je pouvais qui possédait un petit trou. J'ai bloqué les portes, armoires ou tout autre meuble ouvrable avec d'autres meubles. Mon appartement était sans dessus-dessous, mais ça n'avait plus aucune importance. Ce qui était important, c'est que chaque petit trou soit bouché ou recouvert. Au moins, plus personne ne pourrait m'observer. J'étais en nage. Tout ça m'avait demandé tellement d'énergie. Dans un petit effort, j'ai repris mon téléphone en main pour envoyer un texto à Yukio. J'ai tout bouché, même l'évier. Mais, et les toilettes? J'ai enlevé les pieds des chaises aussi. Est-ce que je devrais couvrir les trous dans le bureau aussi? Je me suis exécutée suite au message envoyé, bouchant encore une fois le moindre petit trou. Là, plus rien ne pouvait avoir un seul trou. Il n'y a plus un seul trou maintenant. Pas un seul. Téléphone en main pour envoyer une énième fois un texto à mon frère, j'ai vu ma batterie clignoter et me signaler que le téléphone allait bientôt s'éteindre. Et ça n'a pas loupé. L'écran est devenu noir d'un coup. Je voyais le reflet de mon visage apeuré dedans. J'étais complètement démunie. J'ai ouvert la bouche à demi et c'est là que j'ai vu ces deux gros yeux rouges à l'intérieur de ma bouche. J'ai lancé mon téléphone par terre alors que la panique m'envahissait. J'en suis même tombée à la renverse en ne comprenant plus du tout ce qu'il se passait. Je n'étais plus du tout en sécurité comme je pouvais le croire. Je n'en pouvais plus. Il n'était juste pas possible qu'un seul trou ne soit pas recouvert. Je dois les couvrir, je dois les couvrir, je dois tous les couvrir. J'ai attrapé en vitesse le rouleau de gros scotch à terre et j'ai tout enroulé autour de mon visage et surtout autour de ma bouche et mon nez. Je vais tous les couvrir, tous. Comme ça, je n'aurai plus besoin d'avoir peur du tout. Tous les couvrir, 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 tous. Pour que personne puisse encore me regarder. J'ai commencé à manquer d'air à cause du scotch autour de mon nez et de ma bouche. Mes yeux étaient devenus révulsés, les veines ressortaient de mes orbites. Les larmes me sont montées tout de suite aux pupilles. Je ne pouvais plus respirer, ça me faisait tellement mal. J'ai commencé à voir tout flou. Des taches noires sont aussi apparues à mes yeux. J'étais en train de m'évanouir, j'étais en train de mourir. Mais au moins, j'allais enfin pouvoir me relaxer, puisque chaque petit trou était recouvert. Tandis que je me baissais faiblement, les ciseaux à terre ont reflété mon propre visage. Et c'est là que je l'ai encore vu. Il était là. Il était toujours là, avec ses gros yeux. Il ne partait toujours pas après tout ça. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Le désespoir me rongeait. La peur contrôlait tous mes faits et gestes. Pourquoi tu me regardes encore? Pourquoi? Arrête ça! S'il te plaît, disparais! J'attrapais les ciseaux faiblement dans mes mains et je pointais la lame vers mon visage. Casse-toi! Arrête de me regarder, dégage! Ça suffit! J'avais terminé le travail assez tard aujourd'hui. Les messages de ma sœur m'avaient quand même pas mal inquiété. Elle est un peu bizarre des fois, mais bon. Elle avait besoin d'être rassurée, donc j'ai décidé de me rendre à son appartement pour voir si elle allait bien. Arrivé devant la porte, j'ai toqué 3 fois. J'ai attendu un peu et j'ai retoqué une fois. Comme elle ne répondait pas, j'ai décidé de taper son code au keypad. Mais directement, j'ai compris que le code était faussé. Elle a changé son mot de passe. Je savais que dans le moment où elle ne se sentait pas très bien, elle partait souvent faire un tour. Et c'était peut-être encore le cas ce soir-là, même s'il était un peu tard. Où est-ce que tu es parti, Sorette? J'étais venu parce que j'étais très inquiet à propos d'elle. Mais maintenant, elle ne répond plus du tout à son téléphone. Elle peut vraiment se montrer parano des fois. Bonjour à tous, moi c'est John, simple lycéen vivant à Yokohama. C'est une ville plutôt sympa à vrai dire. Mais bref, là n'est pas la question. J'ai une histoire complètement terrifiante à vous raconter.
Pour tout vous dire, je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé ce jour-là, mais c'est une expérience qui m'a marquée et je pense que j'arriverai jamais à l'oublier. Je me souviens que ça s'est passé au mois de juillet. C'était une journée assez chaude et la plupart des lycéens avaient pris les cours d'été pour pouvoir réviser leurs examens. Moi, j'ai toujours été plutôt bon à l'école. Alors les professeurs m'avaient confié que si je voulais ne pas assister à ces cours, je pouvais me le permettre. Ce jour-là, je sortais donc du dernier cours d'été quand mon ami Hiroto m'a interpellé. June! Hey June! Salut Hiroto. Tiens. Il a posé des clés dans ma main. Je suis donc restée le regarder de façon interrogatrice. Pourquoi tu me donnes ça? Tu peux me rendre un service? T'es le seul mec qui va pas au cours d'été. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux aller jusqu'à chez moi, s'il te plaît? Non mais, t'as vu le temps qu'il fait? On meurt! Il fait trop chaud pour marcher jusque chez toi. Ouais, je sais, j'aurais dû envoyer mes fringues d'hiver plus tôt à mes parents, mais j'ai complètement zappé. Ma mère va me tuer si elle se rend compte que je l'ai toujours pas fait. Alors, ne les envoie pas? Est-ce que t'as la moindre idée de ce que c'est de vivre seule? Ma mère a toujours peur pour moi. Elle m'a dit de renvoyer mes affaires de chaque saison à la maison parce que mon appart est trop petit. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai absolument tout emballé. Ouais, et? Tout ce que t'as à faire, c'est de rester chez moi et de remettre toutes mes affaires au livreur quand il arrive. Oh, plus facile à dire qu'à faire. Tu peux pas comprendre que je suis désespéré? Nope. Barbecue. Hein? Je nous offre un barbecue. Un barbecue? Ouais. On pourrait carrément se faire une soirée barbecue. T'en penses quoi? On a entendu une voix surgir de nulle part juste derrière nous. Oh, est-ce que je viens d'entendre parler d'une soirée barbecue? Eh bien moi je viens. Même si j'avais été occupé, je serais venu. C'était Sato et Yurichi, deux de nos amis proches. Ils s'étaient incrustés comme ça dans notre conversation. Hiroto a commencé à monter sur ses grands chevaux en montant le ton avec Sato. Quoi? Mais je t'ai jamais invité. Allez, s'il te plaît. Salut June, ça va mec? Quoi de neuf? Mais sois cool, j'ai jamais fait de barbecue. Ah, dégage. Soirée barbecue! T'es pas invité. Je pense que c'est la première fois que je vais aller dans son appart. Ouais, pareil pour moi. Mais t'es con quoi? Je t'ai jamais dit que c'était bon. Ils viennent de le dire, c'est une soirée barbecue. Hé Hiroto, oublie pas d'apporter le bœuf. Allez, à plus. Cette situation était devenue hilarante et m'a fait sourire. J'ai commencé à m'éloigner en entendant le petit groupe discuter. Très bien, vous pouvez venir. On apportera aussi de la viande, yeah! Soirée! Tandis que je m'éloignais doucement, je pensais directement que cela pouvait effectivement être amusant. Et puis, c'était tous des bons potes, donc on ne pouvait que passer du bon temps ensemble. Et il est vrai que je n'avais pas fait un barbecue depuis pas mal d'années, même avec ma famille. J'avais envie de me laisser tenter par cette proposition. Et puis, disons que c'était un échange de bons procédés. Je rendais service à Hiroto et lui me payait un barbecue. Ouais, pourquoi pas. J'ai donc marché jusqu'à son appartement. Pour y accéder, il fallait monter de grands escaliers de pierre. Le bâtiment possédait 4 petits appartements collés les uns aux autres, et il était construit sur 2 étages. J'ai monté les marches des escaliers sous cette chaleur étouffante. J'ai entré la clé dans la serrure de la porte de mon ami et je suis entrée. J'ai refermé la porte juste derrière moi, et j'ai commencé à attendre l'arrivée du livreur, assis par terre dans le salon. Le temps qu'il arrive, j'ai décidé de passer le temps sur mon téléphone. J'ai attendu. J'ai attendu vraiment longtemps. Quand j'ai levé les yeux à l'horloge posée au mur, je me suis rendu compte que ça faisait déjà 2 heures que j'attendais. J'ai regardé la porte d'entrée de mes yeux, voyant que personne n'arrivait. Je me suis demandé quand est-ce qu'il allait arriver. Ça faisait déjà un bon moment que je patientais, et j'avoue qu'à ce moment, après ces 2 heures passées sur mon téléphone, je n'avais plus rien à faire, et je commençais à m'ennuyer fortement. Je n'avais qu'une hâte, c'est que le livreur arrive récupérer les affaires d'Hiroto. Le problème avec ce genre de service, c'est qu'il donne juste une fourchette d'horaire du genre « un livreur passera entre 8h et 17h ». Comme il faisait très chaud, j'ai décidé de me servir un petit verre d'eau. Au moment de porter le verre à ma bouche, un bruit a retenti. Un bruit de quelqu'un qui frappe une porte. J'ai tout de suite porté mon regard vers la porte d'entrée, pensant que c'était le livreur. Il y avait bien une silhouette fixe à travers les vitres de la porte. Je me suis approchée de celle-ci pour attraper les affaires de mon ami et en lui disant « Toutes les affaires sont là ». Un deuxième coup a retenti à la porte. Ce n'était pas un bruit normal de quelqu'un qui toque, mais bien de quelqu'un qui frappe fortement la porte. J'ai trouvé ça très dérangeant et je me suis tournée vers la silhouette. Elle a commencé à frapper de façon frénétique, donnant de grands coups assourdissants. C'était juste trop effrayant. Je me suis demandé ce qu'il était en train de se passer. L'homme continuait de frapper encore et encore.
Soudainement, j'ai vu que la silhouette était en train de mettre les 2 mains près de sa tête comme pour regarder à l'intérieur de l'appartement. Je suis restée figée à la vue de son geste. Je n'osais plus bouger du tout. Puis d'un coup, la silhouette s'est déplacée vers la gauche, de telle sorte à ce qu'elle disparaisse complètement. Je suis restée plantée là, au milieu de l'entrée de l'appartement comme un idiot. Je n'avais pas du tout compris ce qui venait de se passer. Mais c'était pas du tout le livreur, ça. C'était quoi ce mec bizarre? Un livreur n'aurait pas tambouriné à la porte comme ça. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Il est complètement malade. J'ai décidé de lui courir après, pour rattraper ce malotru. Au moment d'ouvrir la porte, quelqu'un l'a ouverte d'un coup. Je l'avais presque pris dans la figure. Hein? Oh! Mec, tu m'as fait grave peur. T'allais quelque part? C'est toi qui dis ça? Pourquoi tu faisais l'imbécile près de la porte? Près de la porte? Entrons à l'intérieur. J'ai rien fait. C'était Hiroto et les 2 autres. Ils revenaient avec les courses pour le barbecue. Je l'ai déduit grâce au sac plastique qu'ils tenaient tous en main. Allez, va t'asseoir. On va ranger les courses. Alors c'était qui? Quoi, il y avait quelqu'un ici? Vous l'avez pas vu? Il est parti par la droite de la porte il y a à peine 1 seconde. De là? Je suis sortie de l'appartement en pointant du doigt la direction par laquelle le mec était parti. Ouais, par là. Je venais de me rendre compte que l'appartement d'Hiroto était le dernier de l'immeuble. Il n'y avait aucun moyen de descendre par ici. Il n'y avait aucune sortie. Mais de quoi tu parles? Mon appart est le dernier de tous. Je suis certain de l'avoir vu partir dans cette direction. Wow, tu as du goût pour le choix des meubles. Ils appartenaient à l'ancien locataire. Ah, au fait, June, le livreur, il est passé? Ah, non. C'est la salle de bain? Ouais, mais la pression de l'eau est nulle. Une sensation de peur s'est emparée de moi à ce moment. Qu'est-ce que j'avais vu? Qu'est-ce que c'était? Alors qu'est-ce que j'ai vu? Un fantôme? Tu l'as probablement imaginé? Mec, comment tu peux rester en vie avec un frigo aussi vide? C'est la raison pour laquelle on était à la supérette, abruti. Alors c'était un fantôme? Bon, allons nous asseoir. Il fait trop chaud. Et June, arrête de parler de fantômes, ferme cette porte et viens t'installer avec nous. Je vais allumer l'air conditionné. Pourquoi il ne me croyait pas? J'étais pas le genre de mec à raconter des conneries, et il le savait très bien. Ah, très bien. Hiroshi avait sûrement raison. Il fallait que j'arrête de penser à ça, même si ce genre de truc pouvait être très perturbant. Après, peut-être que la chaleur m'avait fait halluciner, ou quelque chose comme ça. On n'est jamais à l'abri de ça, j'imagine. Je commençais à m'avancer pour fermer la porte quand, tout d'un coup, la silhouette est réapparue sans prévenir, juste face à moi. J'ai poussé un hurlement de peur en tombant à la renverse. Ah! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, c'est bien l'appartement de Monsieur Satohiro? La porte était ouverte, désolé. Ah ouais, c'est moi, Sato Hiroto. Je suis vraiment désolée, vous m'avez surpris. Ne le soyez pas, il n'y a pas de mal. Hiroto a attrapé ses cartons d'affaires tandis que je me relevais. Je reviens, j'apporte juste ça dehors. Ok, à tout de suite. Allons préparer le repas. June, laisse la porte ouverte, viens. Quelle journée vraiment bizarre et remplie d'émotions. Je m'étais fait des frayeurs tout seul. Nous avons donc tous préparé le barbecue ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Le temps de tout faire, la nuit est vite tombée sur la ville. Nous avons finalement terminé notre dur labeur, installés sur la table et avons dévoré un maximum de nourriture. C'était tout bonnement délicieux. On était tous en train de se régaler. Bon, qui s'occupe d'organiser le prochain barbecue? Honnêtement, je dirais John et sa lutte solitaire contre le fantôme. Et arrêtez de l'embêter. Il devait être fatigué d'avoir monté les escaliers et après il l'a imaginé. Je l'ai pas imaginé. À d'autres. Je m'étais tellement empiffrée que je n'avais plus aucune place dans mon estomac. J'avais l'impression qu'il allait exploser. Oh, ce sera bon pour moi. Je suis plein. Quoi, déjà? Moi aussi j'en peux plus. Je peux pas prendre une bouchée de plus. Pareil ici. J'ai regardé le reste du repas et il restait vraiment beaucoup de choses que nous n'avions pas mangées. Comment ça se fait qu'il en reste autant? On devait pas manger tout ce qu'on avait cuisiné? On s'est pété le bide. C'est ça un vrai barbecue, mon pote. Alors, nettoyons la table. Oh, on peut le faire demain. Pas question, on va pas partir comme ça. Mais si on la nettoie, il va pas être triste? Qui ça? Le fantôme derrière la porte. Ce genre de phrase commençait sérieusement à m'énerver. Mon visage s'est crispé à l'entente de ces mots. C'était vraiment un pauvre abruti. J'ai attrapé le col de Sato en colère. Arrête de m'emmerder! Vous êtes vraiment des porcs. Je vais tout nettoyer. Mais non, laisse. Je le ferai demain. Enfin, peut-être. Je me suis calmée d'un coup voyant que Yorichi était en train de débarrasser le reste de la nourriture. Il remplissait les assiettes vides avec, pour gagner de la place. Je me suis levée pour lui donner un coup de main. Il était hors de question de laisser un des invités débarrasser tout seul. Attends, je vais t'aider.
Je vais mettre les restes dans le frigo. Super, tu peux prendre ça aussi? Regarde-le, tellement effrayé. Arrête ça! Je suis partie avec les assiettes de restes, me dirigeant dans la cuisine tandis qu'à côté il faisait les marioles. Allez, laisse-le tranquille. Tu vas finir par le vexer. Oh, très bien. Tu vas faire la vaisselle pour la peine. Ok. Maintenant. Oui. Je m'accroupissais, rangeant les plats dans le petit frigo d'Hiroto. La lumière seule de celui-ci éclairait la pièce qui se trouvait dans la pénombre. Je l'ai vraiment vu, je le sais, mais les mecs ne pensent qu'à se moquer de moi. J'ai soudainement senti une présence intense derrière moi. C'était encore cet abruti de Sato. Ça ne lui avait pas suffi de m'embêter pendant tout l'heure du repas, non? Il fallait maintenant qu'il essaye de me faire peur. Je me suis mise dans une colère noire en me retournant d'un seul coup. Arrête! Quand je me suis tournée, tous les gars étaient dans le salon en train de faire les imbéciles. Yorichi, lui, rangeait la table. Ils sont tous restés me fixer d'un air suspect. T'as besoin de quelque chose, June? Non. Désolée. Je me suis sentie vraiment mal à ce moment. Si c'était pas Sato qui voulait me faire une blague, alors qui c'était que j'avais senti derrière mon dos? Cette journée se finissait vraiment bizarrement. Je me disais qu'il était grand temps pour moi d'aller dormir. La journée de demain ne pouvait que s'améliorer. J'étais sûrement fatiguée. Ouais, c'est ça. Ça devait être la fatigue qui me jouait des tours. On est donc tous les 4 partis se mettre au lit. J'ai essayé tant bien que mal de fermer les yeux et de me forcer à dormir, mais je n'y arrivais pas. Je repensais trop à ce qui s'était passé aujourd'hui, et le fait que ces pensées me hantent m'empêchait très clairement de me vider la tête. Qu'est-ce que c'était cet après-midi? Et je suis sûre qu'il y avait quelqu'un derrière moi tout à l'heure. Est-ce que je l'ai imaginé? Est-ce que je deviens parano? J'arrive pas à dormir parce que j'arrive pas à me sortir tout ça de la tête. Peut-être que je devrais juste arrêter de penser et essayer de dormir. J'ai recommencé à fermer les yeux doucement, me laissant bercer par le silence de la pièce, et puis je n'étais pas seule. Il ne fallait pas que je l'oublie. Je dormais près de mes 3 amis. Je commençais à me sentir partir dans mon sommeil quand soudainement, j'ai ressenti à nouveau cette présence pesante et insistante. Cela m'a réveillée d'un coup. J'ai regardé face à moi et... oh non! La silhouette était juste devant moi, figée, me fixant. J'étais horrifiée. Je n'osais plus du tout bouger. Mon premier réflexe a été de réveiller Hiroto qui dormait juste à côté de moi. Est-ce que tu vois ça? Qu'est-ce que tu vois là? C'est le manteau que j'ai porté aujourd'hui. Je l'ai posé ici. Ton manteau? J'ai frotté mes yeux fortement pour vérifier calmement. Effectivement, c'était bien un manteau accroché sur un porte-manteau. C'était définitif. Tous ces événements m'avaient rendu complètement paranoïaque. Oh, excuse-moi, rendors-toi. Je me suis rallongée en vitesse et j'ai tout de suite pensé. Putain, maintenant je suis effrayée pour rien du tout. Je suis complètement ridicule. Il faut que j'arrête, ça n'a aucun sens. Je dois dormir. Finalement, j'ai fini par tomber de fatigue et m'endormir très rapidement. Le lendemain, quand nous nous sommes réveillés, il devait être à peu près midi, donc il était assez tard. On s'est tous empressés de nous habiller et de nous préparer à sortir. Mec, on vient juste de se réveiller et tu veux déjà aller au cybercafé? Mais c'est sympa d'aller là-bas. Hiroto, oublie pas l'air conditionné. Je suis en train de l'éteindre. Bon allez, vous deux, on y va là. Pourquoi vous nous avez pas réveillés avant? Je viens juste de me réveiller aussi, je te signale. D'habitude, c'est John qui nous réveille. John s'est endormi plus tard que moi cette fois. T'as une tête de cul. T'es inclus dedans. Tout le monde est sorti de l'appartement tandis que je récupérais mon sac. J'étais le dernier encore présent dans l'appartement. Attendez-moi! Je me suis assis sur le seuil de la porte pour remettre mes chaussures, tandis que la conversation continuait. Pourquoi on n'irait pas se prendre un truc à manger sur le chemin? Ça vous dit un ramen? Ah, de ouf! Tu viens? Oui, une seconde. Je me suis levée, continuant d'enfiler mes chaussures aux pieds. J'ai été vraiment surpris la nuit dernière que j'ai eu du mal à m'endormir. Qui portait cette chose? Tout ce que je porte, je l'ai sur moi. De quoi tu parles? Tandis que la porte de l'appartement était toujours ouverte, j'ai pointé du doigt le manteau. Le manteau noir sur le porte-manteau. Un manteau? Par ce temps? Mon regard s'est figé. Je me suis sentie entourée d'une aura de solitude. Mes yeux se sont tournés vers l'intérieur de l'appartement et plus précisément vers ce manteau noir. Je fixais cette chose des yeux. Je sentais que quelque chose n'allait pas, quelque chose de malsain. Et c'est là que je l'ai revue, cette silhouette. Elle était bien là. Je ne l'avais pas imaginée. Elle avait toujours été là. Je dois être la personne la plus banale au monde et n'ayant aucun mérite particulier. J'aimerais vous raconter une histoire que j'ai vécue. J'ai juste une question à vous poser.
À quel moment vit-on le moment de gloire de notre vie? Pour certains, ça n'arrive jamais. Pour d'autres, ils ont déjà dépassé la cinquantaine. Mais dans mon cas, ça a été assez précoce puisque ça s'est passé quand j'étais encore au collège. Le collège que je fréquentais à cette époque n'avait pas une très bonne réputation, à vrai dire. Il était réputé pour être le pire de tous les collèges. La classe dans laquelle j'étais était remplie de délinquants capables d'intimider n'importe qui, du moment qu'ils étaient un peu irrités. Ça finissait toujours en bagarre entre les racailles. Je peux dire sans aucune hésitation que cette génération, dont j'ai fait partie, avait un faible sens moral. On avait pas mal de petits jeux illégaux qu'on faisait en cachette, et l'un de ces jeux le plus populaire de notre scolarité était le vol à l'étalage. Pour nous, pauvres collégiens sans morale, on trouvait ça normal. Le vol à l'étalage était pour nous un acte banal, voire même obligatoire si on voulait rentrer dans les clous et éviter de se retrouver à la place de ceux qui se faisaient tabasser sans aucune raison apparente. Il y avait énormément d'élèves dans ce collège qui vivaient dans des familles modestes, et le seul moyen d'avoir ne serait-ce qu'un peu d'argent était ce seul moyen. À l'époque, on se demandait à quoi ça servait de s'embêter à acheter quelque chose lorsque l'on pouvait l'avoir gratuitement en le volant. Avec le recul que j'ai pris aujourd'hui, je peux vous assurer que notre perception du monde était juste erronée. Pour gagner dans la hiérarchie de notre groupe, on était évalué selon le nombre de vols commis. Plus on en commettait et plus on gagnait en rang. À l'époque, ça me semblait être quelque chose d'important, car plus on était placé de façon haute dans cette hiérarchie de groupe, et plus on pouvait avoir du pouvoir et commander ceux qui étaient en bas de l'échelle. J'ai voulu le faire moi aussi, car l'appartenance à ce groupe était importante pour moi. Ne me demandez pas pourquoi. J'étais si jeune et tellement influençable. J'ai donc commis mon premier vol à l'âge de 11 ans, dans une petite supérette, et ça a juste continué. À chaque fois, je volais la première chose qui me venait. Je ne réfléchissais même pas si l'objet en question aurait pu avoir la moindre utilité. C'était juste le geste qui comptait, et le fait qu'on ramène notre preuve. Quand le vol était réussi, on fêtait ça avec ce que nous avions tous volé. À chaque fois, on se montrait nos trouvailles pour faire des comparaisons et en rire. Je n'hésitais pas une seule seconde à voler pour ensuite venir partager mes acquisitions avec mes amis. Et à chaque fois, j'étais accueillie comme un héros avec des exclamations. « Waouh, c'est génial! C'est incroyable !» Tout ce que je peux vous dire sur ce que je ressentais à ces instants précis, c'était une satisfaction indescriptible. Dans ce groupe problématique, être désigné comme le voleur équivalait à recevoir une médaille. Puis un jour, commençant à être insatisfait de mes petits vols sans intérêt, j'ai décidé de tenter quelque chose pour impressionner tout le monde. Quelque chose qui serait vraiment inimitable et qui me permettrait sûrement d'avoir le rang de chef au sein de notre groupe. J'imaginais le vol parfait. Il faut savoir qu'au collège, on faisait parfois des voyages scolaires et nous utilisions donc de grands sacs de voyage à la place de valises. C'était bien plus pratique pour les trimballer. J'ai eu cette brillante idée de me rendre dans un magasin avec ce sac complètement vide et de le remplir de produits jusqu'à dévaliser les rayons. Je me suis tout de suite dit que ce serait une prouesse tout juste incroyable. Alors, j'ai focalisé mon attention sur les marchandises de ce magasin et sous les yeux ébahis de mes camarades. C'est là que j'ai réalisé le plus beau vol à l'étalage jamais vu dans notre groupe. Tout ça a directement suscité une très grande admiration chez mes amis. J'ai été acclamée par chacun. Selon eux, j'étais le seul capable d'une telle chose et je méritais vraiment le rang de chef parmi eux. Ils voulaient tous savoir comment j'avais réussi une telle prouesse. Je ne sais pas si l'un d'entre vous l'a déjà vécu. Mais pour ceux à qui c'est déjà arrivé, vous savez à quel point être le centre d'intérêt, la personne la plus respectée de votre groupe d'amis, est une position bien plus qu'agréable et surtout addictive. Concrètement, ce que j'avais commis s'appelait un crime, mais j'en étais vraiment fière. La reconnaissance de mes amis était la plus belle de toutes les récompenses que j'aurais pu obtenir. Il faut savoir que je n'étais ni bon pour les études, ni pour le sport, ni rien d'autre. Je n'avais aucune autre compétence particulière, à part être douée pour le vol. Peu de temps après mon vol si impressionnant, j'ai appris que le magasin que j'avais visé a fait faillite, et c'est là qu'un de mes amis m'a dit « Tu leur as pas un peu trop volé, non ?» À ce moment, je n'ai pas su si mes amis plaisantaient lorsqu'ils m'ont dit ça, ou bien s'ils se moquaient de moi. Depuis, j'ai grandi, et quand je repense à cette période, je ressens toujours une tristesse au fond de mon cœur. Je n'ai pas tenu compte que mon vol était une faute très grave. Quand je suis devenue adulte, j'ai réussi à trouver un emploi dans la mise en rayon de produits d'un grand magasin. Et j'ai été témoin de quelque chose qui m'a beaucoup perturbée.
j'ai été témoin d'un vol à l'étalage. Et c'est là que j'ai compris toutes mes erreurs passées, et à quel point ce que j'avais fait étant plus jeune était très grave. Le vol peut représenter un coup dur pour un commerçant. On peut comparer ça à une descente aux enfers. Suite au vol dans le magasin dans lequel je travaillais, les ventes ont commencé à chuter. En plus des bénéfices, le prix d'un produit contient le coût de production, les frais d'expédition et les salaires de toutes les personnes impliquées dans le circuit de vente. Beaucoup d'éléments sont à prendre en compte, et avant cela, je l'ignorais totalement. Lorsqu'un vol survient, tous les efforts qui ont été fournis pour que le produit arrive en bon état dans le rayon sont tout simplement réduits à néant. Ça n'a plus de sens. J'ai ressenti la plus grosse honte de ma vie en repensant à ce que j'avais pu faire dans le passé quand je suis devenue adulte et que j'ai compris tout ça. Quand j'étais au collège, comme je le disais avant, le magasin dans lequel j'ai volé a fait faillite. Parfois, je me dis que j'ai fait quelque chose d'impardonnable. Et les seules questions que je me pose dans ces moments-là, c'est pourquoi à ce moment-là, personne ne m'a arrêté? Pourquoi mes amis ne m'ont-ils pas empêché de commettre ce crime? Pourquoi moi, je n'ai pas pu m'arrêter? Tout ça aurait pu ne pas arriver si j'avais eu l'intelligence de m'arrêter au bon moment. Ça m'arrive souvent de me demander comment faire pour réparer mes fautes. Et que vais-je devenir si je n'y parviens pas? Plus j'y pense, et plus ça me rend malade. J'en suis arrivée à un stade où je ressens des palpitations, des vertiges et même des nausées. Je me dégoûte moi-même. La gravité de mon vol ne s'amoindrit pas. Mais malgré tout, je reste convaincue que si je n'avais pas commis cet incroyable vol, je n'aurais pas pu passer ces agréables moments avec mes amis. La question qui se pose aujourd'hui est « est-ce que ça en valait le coup ?» Le souci, c'est que même si je pouvais aujourd'hui parler à mon moi du passé et lui expliquer la souffrance qu'un commerçant peut ressentir, je sais pertinemment que mon moi du passé ne serait pas en capacité de comprendre. Aujourd'hui, je récolte ce que j'ai semé et c'est douloureux à vivre. J'imagine que je l'ai bien mérité finalement et que toute ma vie, je vivrai avec ce sentiment. Cachée sous des couvertures dans le coin d'une des pièces de ma maison, je me sens comme si je devenais folle. Je suis en pleurs, je ne comprends plus rien à ce qui se passe. Mais j'entends toujours ce bruit étrange. Je ne sais plus quoi faire pour l'arrêter. C'est comme si c'était tout autour de moi. Je ne peux pas l'arrêter, je le sais. Je suis terrorisée, paniquée, je suis paralysée par la peur. Mais tout ceci n'est pas arrivé comme ça d'un coup. Pas à ce point-là. Je vais vous raconter mon histoire. Tout a débuté quand j'ai commencé à fréquenter mon mari actuel. À l'époque, nous n'étions pas encore en couple. On se voyait tous les jours car on travaillait dans la même compagnie. Finalement, après des mois à se lancer des regards langoureux, à s'échanger des signes de drague et autres, nous avons décidé de nous mettre ensemble. Nous étions si heureux. Tout se passait très bien, que ce soit dans notre vie personnelle comme professionnelle. On formait une très bonne équipe et on faisait toujours en sorte de travailler ensemble sur nos différents projets pour pouvoir passer le plus de temps possible ensemble. Dans notre compagnie, nous avions vraiment des horaires surchargés. Donc si on ne pouvait pas travailler ensemble, autant dire que nous ne nous verrions jamais. Après plus d'1 an de relation, il m'a finalement fait sa demande en fiançailles, que j'ai bien évidemment accepté tout de suite. Je l'aimais vraiment comme je n'ai jamais aimé personne. Et je pense dire vrai en disant que ce jour était vraiment le plus beau de toute ma vie. Tout ça ressemblait à un rêve pour moi. Il faut savoir qu'au bureau, mon mari était le gars le plus beau, le plus gentil et le plus populaire, donc je n'aurais jamais pensé qu'il me choisirait parmi toutes ses autres prétendantes. Car oui, au travail, toutes les filles voulaient être avec lui. Et j'ai été cette femme qu'il a choisie. Je n'arrivais vraiment pas à croire qu'il allait devenir mon mari. Mais bon, c'était trop beau pour que quelque chose de négatif n'arrive pas, forcément. Je suis allée chez ma mère accompagnée de mon mari pour lui annoncer notre mariage. C'est à partir de ce moment que les problèmes ont commencé. Ma mère n'a pas du tout approuvé notre décision. Elle m'a jeté un regard noir et s'est tout de suite opposée à notre relation. Te marier? C'est hors de question. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? On veut être ensemble, où est le mal? Je n'arrivais jamais à comprendre les réactions excessives de ma mère. Chaque fois que je lui présentais un de mes petits amis, elle s'opposait tout de suite à la moindre relation, comme si elle ne voulait pas que je sois heureuse. Ce jour-là, je me suis vraiment sentie très en colère, et j'ai directement haussé le ton, signe de mon ras-le-bol. De toute façon, tu n'as jamais voulu que je sois heureuse. Peu importe ce que je fais, c'est toujours mal. J'en ai marre.
Cette fois-ci, rien à faire. Je me marierai avec lui que tu le veuilles ou non. T'as beau être ma mère, tu n'as pas à faire les choix de ma vie à ma place. Comment oses-tu élever la voix contre moi? Tu es devenue complètement folle. Je ne t'ai pas éduquée comme ça. Présente-moi tes excuses immédiatement. Je ne vais pas m'excuser de vouloir construire ma vie. Tu as complètement perdu la tête? Écoute-moi, je refuse que tu... Non, ça suffit, ma décision est prise. J'étais parfaitement consciente que ma mère ne voudrait jamais changer d'avis et j'ai décidé d'interrompre la conversation sur ces derniers mots. J'ai pris la main de mon petit ami et nous sommes partis en vitesse de chez ma mère. Suite à ça, nous avons décidé d'organiser une petite cérémonie juste entre nous. Et nous avons décidé d'acheter un petit appartement loin du pays, dans une ville où il n'y a que très peu d'habitants. Mais pas longtemps après le déménagement, j'ai commencé à entendre des bruits étranges. Ça venait toujours soit de derrière moi, soit autour. Au début, c'était des petits bruits pas trop nuisibles, comme si un objet tombait ou comme si quelqu'un tapait contre un mur. J'étais en train de découper quelques légumes dans la cuisine quand soudainement, j'ai entendu un bruit très étrange. Mon mari a tout de suite vu sur mon visage que quelque chose n'allait pas. Il m'a pris dans ses bras et m'a dit « Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Rien. Est-ce que t'as frappé quelque chose? Non. Je me suis dirigée vers l'évier et c'est là que j'ai vu une assiette brisée par terre. Elle était de base posée sur l'évier, mais visiblement elle était tombée et s'était cassée lors de sa chute au sol. Je m'apprêtais à ramasser les morceaux quand mon mari a pris mon bras pour m'arrêter. Le séchoir a dû se casser. Ce n'est rien. Je vais m'en occuper. Vraiment? Merci, tu es si gentil. Ne t'en fais pas, ce n'est rien. Il était si gentil avec moi, toujours très serviable. C'était un mari exemplaire et aucune femme n'aurait rêvé mieux. Après cet incident, quelques jours se sont écoulés jusqu'à ce jour où je me suis levée vers 9h du matin. Je suis sortie de ma chambre pour aller prendre mon petit déjeuner. De ma chambre à la cuisine, il y a un long couloir. Et dans ce couloir, il y a quelques autres pièces en plus de la salle de bain. Quand je suis passée devant la porte de celle-ci, qui était fermée, j'ai entendu l'eau couler à travers. Directement, j'ai pensé que mon mari était en train de prendre sa douche. Et je me suis dit que je pourrais lui faire la surprise de le rejoindre sous la douche. Ça allait sûrement lui faire plaisir. Je me suis donc approchée de la porte en faisant de tout petits pas pour qu'il ne m'entende pas. J'ai posé ma main sur la poignée quand, soudainement, mon portable s'est mis à sonner. J'ai regardé qui pouvait bien m'appeler et c'était Isao, mon mari. J'ai décroché. Allô? Bonjour ma chérie, comment vas-tu? Bonjour mon amour. Je vais bien mais je m'ennuie sans toi à la maison. Rentre vite. Je vais faire mon possible. D'accord. Quand est-ce que tu rentres? Normalement vers 15h. Mais ça dépendra du travail qu'on nous donne à faire. Oh, je vois. N'en profite pas pour flirter avec quelqu'un d'autre alors que je ne suis pas à la maison, hein. Mais enfin chérie, comment est-ce que je pourrais te tromper en sachant que je suis toute seule à la maison? Le bruit de l'eau à travers la porte a recommencé. Puis des bruits de quelqu'un qui bouge dans la douche ont commencé à retentir. C'était effrayant et incompréhensible. Hein? Tout va bien? Tu n'es vraiment pas avec quelqu'un d'autre? Mais qu'est-ce que... Bébé? Quelque chose ne va pas? Une seconde. Je me suis approchée très prudemment de la porte. Et c'est là que ça m'a frappé comme un éclair. J'ai ouvert mes yeux en grand et la question que je me suis posée directement était la suivante. Si Isao était au travail et moi seule à la maison, alors qui se trouvait actuellement dans la salle de bain? Je n'ai pas réfléchi une seconde et j'ai ouvert la porte en trombe en criant « Qui est là ?» En restant au pied de la porte, j'ai observé la pièce doucement. Il n'y avait personne. L'eau s'écoulait du pommeau de douche tout de même. J'ai repris ma conversation téléphonique. Désolée, l'eau coulait toute seule dans la douche alors j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Ça m'a vraiment fait peur. Mais en fait, il n'y a personne. Je m'avançais tranquillement et surtout très soulagée vers la douche, pour éteindre l'eau. Téléphone toujours à l'oreille. T'as oublié d'éteindre l'eau avant de sortir de la douche? Ça va nous faire monter la facture d'eau. Mais non, j'ai dormi avec toi ce matin. Et je me suis levé en retard. Donc je n'ai pas pris la douche ce matin et j'ai même pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner non plus. La douche est peut-être cassée? Comment ça a pu s'allumer tout seul alors? Ouais, t'as peut-être raison, elle doit être cassée. D'un seul coup, la lumière de la pièce s'est éteinte. Je me retrouvais dans le noir complet puisqu'il n'y avait aucune fenêtre. J'ai été tellement choquée et terrorisée en une seconde à peine. Des bruits de quelqu'un qui frappait les murs autour de moi se faisaient entendre, et plus ça allait, plus ils étaient forts et violents. C'est quoi ça? J'ai remis le téléphone à mon oreille pour parler à Isao le plus vite possible. Isao, cette maison est bizarre, c'est comme s'il y avait quelqu'un ici. Tu crois que c'est un cambrioleur? J'ai peur, je t'en supplie, reviens à la maison. Il faut absolument que je parte d'ici, cet endroit me fait trop peur. Isao? Allô? Pourquoi tu ne réponds plus?
La ligne a coupé d'un seul coup. J'ai regardé mon téléphone et il indiquait que je n'avais plus du tout de réseau. J'étais dans une situation vraiment critique à cet instant précis. Je ne savais pas comment gérer tout ça. S'il y avait vraiment un cambrioleur, je préférais fuir tout de suite plutôt que de l'affronter. Je n'étais en aucun cas le genre de personne courageuse. Je me suis donc précipitée vers la porte de la salle de bain pour sortir. J'ai empoigné la poignée, mais la porte refusait de s'ouvrir. Qu'est-ce qu'il était en train de se passer? C'était impossible. Cette situation n'aurait jamais dû arriver. La porte de la salle de bain ne se verrouillait que de l'intérieur. Il était donc impossible que je sois enfermée à l'intérieur de cette pièce. Les bruits ont continué de plus en plus violemment. Je me suis accroupie par terre, prenant ma tête dans mes mains comme pour me protéger. Que quelqu'un arrête ça, je vous en supplie! J'avais les larmes aux yeux. Ces bruits incessants étaient tout autour de moi. Ils ne s'arrêtaient plus. C'est comme s'ils entraient dans ma tête. Puis, les bruits se sont arrêtés tandis qu'un grincement se faisait entendre. J'ai levé les yeux, apeurée, et la lumière du jour a de nouveau éclairé la pièce. Isao venait d'ouvrir la porte de l'extérieur. Ça va? J'ai compris que quelque chose n'allait pas, alors je suis directement rentré à la maison. Qu'est-ce que tu fais dans la salle de bain? Je pensais que tu étais sorti. J'ai sauté dans ses bras tellement j'étais soulagée et je me suis effondrée en larmes. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? À ce moment, j'ai cru que c'était enfin fini. J'avais vraiment mal vécu cette expérience dans la salle de bain. Malheureusement, parfois ça arrivait que j'entende le bruit de quelque chose de métallique frapper contre la porte. Depuis ma mauvaise expérience, j'avais l'impression d'être complètement paranoïaque et de perdre la tête. Je ne supportais plus cette situation et j'ai donc décidé de parler à mon mari. « Isao, partons, je t'en prie. Cette maison est trop bizarre. » Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Des choses étranges se passent ici. Des fois, j'entends quelqu'un qui enfonce des clous dans le mur. La télé et les lumières s'éteignent toutes seules. Et je sens comme si quelqu'un me regardait tout le temps. Isao est resté me fixer, sans bouger, l'air impassible. Je sais que ça a l'air complètement fou dit comme ça, mais c'est comme s'il y avait quelqu'un d'autre ici avec nous. Il s'est contenté de m'adresser un sourire plutôt étrange. Tout va bien. T'es probablement trop sensible. Je suis là maintenant. Ne t'inquiète pas. Il m'a pris dans ses bras comme signe de soulagement, et pour me montrer que sa présence était rassurante. Je me suis laissé faire car sa chaleur me rassurait tellement. Elle effaçait les mots. Tandis qu'il me serrait dans ses bras avec amour, une sonnerie a retenti. C'était notre interphone. Qui c'est? On n'attend personne normalement. C'est peut-être quelqu'un qui s'est trompé d'appartement. Ignore-le. Non, je sens vraiment que quelque chose ne va pas. Je vais aller voir l'interphone. Tandis que je m'apprêtais à aller voir, il a pris mon poignet dans sa main et a commencé à le serrer. Je me suis arrêtée et l'ai fixé du regard. N'y va pas. Son visage est devenu terne et sans émotion en un instant. Le ton qu'il a pris a changé du tout au tout. Ce ton rassurant qu'il avait il y a quelques minutes avait disparu. Si tu pars, je divorce. Sa phrase m'a choquée. Et je l'ai donc repoussé immédiatement. J'ai haussé le ton. Pourquoi tu pars dans des extrêmes juste pour ça? Comment est-ce que tu peux me balancer un truc comme ça aussi facilement? J'ai juste dit que j'allais regarder. Je suis donc allée voir l'interphone et... Oh mais quoi? L'image de ma mère apparaissait sur l'écran. J'ai été vraiment surprise de la voir ici car je ne lui avais jamais donné mon adresse. Alors comment avait-elle fait pour trouver notre maison? Je me suis tournée vers Isao effrayée, une fois de plus quand un clic a retenti. Le clic de ma porte. Comment? La porte était fermée? Ma mère m'a mis une gifle énorme dans la figure. Elle a utilisé tellement de force dans ce geste que c'est comme si elle venait de me fouetter le visage avec une ceinture en cuir. Tu ne comprends pas? Réveille-toi! Tu crois vraiment qu'il y a quelqu'un avec toi? Il n'y a personne ici! Pourquoi est-ce que tu t'entêtes à dire qu'il y a quelqu'un ici? Ce n'est que ton imagination! Je suis restée figée, la fixant puis j'ai ouvert la bouche dans un sourire. Mais de quoi tu parles? Regarde! Il est juste ici. J'ai tourné la tête vers Isao. Juste là. Il n'était plus là. Il avait disparu. Suite à ça, ma mère m'a obligée à prendre rendez-vous avec des médecins spécialisés dans la psychiatrie. Ils ont dit que j'avais un problème psychologique. L'homme avec qui je me croyais mariée était un de mes collègues, mais nous ne nous sommes jamais mariés, et il a toujours été en couple avec une autre femme. Les médecins ont dit que toute cette désillusion était causée par un désir tellement intense d'être avec lui, et il a dit que cet étrange son que j'avais entendu apparaissait quand ma désillusion commençait à se briser.
Pour ne pas nous créer une mauvaise réputation, ma mère a pris la décision que nous allions déménager et que je retournerai vivre avec elle. J'ai eu un traitement pour mon désordre mental et tout se passait vraiment bien. J'ai dû le prendre pendant plusieurs années. J'ai trouvé un autre job en attendant. Et quand je pense à tout ça, je suis quand même choquée de penser que mes souvenirs faisaient partie d'un monde fantaisiste que j'avais moi-même créé. Mais je vais bien maintenant, puisque j'ai trouvé un homme qui m'aime pour ce que je suis. Mais dernièrement, j'ai commencé à entendre des bruits bizarres. Encore. Je suis auteur depuis plusieurs années. J'ai déjà écrit quelques romans qui n'ont pas vraiment eu d'impact dans ma vie. Mais, il y a 10 ans, j'ai écrit un livre qui a eu énormément de succès dès sa sortie. Je n'explique pas pourquoi il a spécialement attiré les gens. Ce roman s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires et j'ai reçu pas mal de prix grâce à cette œuvre. Je suis très fier de cette réussite. Ce seul livre me permet de vivre encore au bout de 10 ans de façon très aisée. Je n'ai plus sorti quoi que ce soit depuis. Mais récemment, j'ai décidé d'écrire un deuxième livre, en rapport avec ce best-seller. Et pour en faire la promotion, une journaliste s'est proposée de m'interviewer afin que j'en parle plus ouvertement. Elle m'a donné rendez-vous dans un petit café dans le centre-ville de là où je vis. Avant tout, j'aimerais vous féliciter pour la publication de votre nouveau livre. Haha, merci. Votre précédent travail, Les Enfants Perdus, a été un best-seller qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires et qui est connu pour ses descriptions incroyablement réalistes. Dites-moi, comment vous sentez-vous après la réalisation de ce nouveau roman après 10 ans ? Toutes les fois où j'ai publié quelque chose, je me suis senti comme un enfant qui venait de terminer ses devoirs et qu'un professeur allait évaluer. Plus la hâte du lecteur est présente, plus j'ai la pression, puisque beaucoup de personnes ont été enjouées par mon travail précédent. Donc ce nouveau livre est la suite du précédent ? Oui, j'imagine que ça l'est. Waouh ! Une suite officielle après 10 ans ! Je ne peux pas attendre. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet ? Une femme est venue sonner chez moi ce jour-là, complètement paniquée, en m'expliquant des choses que je ne comprenais pas du tout. Je l'ai donc invitée à s'asseoir et je suis allé préparer un thé pour qu'elle se calme, car elle était vraiment très agitée à cause du stress. Tandis que je versais le thé dans la tasse, je l'ai invitée à entamer le liquide. Goûtez-le. Je l'ai fait avec les herbes de mon jardin. Ça va vous aider à vous calmer. D'accord, merci. La femme a pris la tasse bien chaude dans sa main et j'ai repris la conversation d'un ton calme, tandis qu'elle a porté la tasse à ses lèvres et a bu sa première gorgée. Maintenant, reprenons où nous nous en étions arrêtés. Si je vous comprends bien, votre fille a disparu depuis 10 ans. Et pas longtemps après, j'ai publié mon roman, Les Enfants Perdus, à propos d'une petite fille qui a disparu exactement de la même façon que votre fille. Donc, vous voulez savoir si j'ai écrit ce roman en rapport avec votre famille ? La femme a baissé les yeux, l'air dépité. Un long silence a débuté jusqu'à ce qu'elle le casse avec la phrase suivante. C'est le cas. Quand j'ai lu votre livre pour la première fois, je l'ai tout de suite su. La fille dans l'histoire était trop similaire avec ma propre fille. Le ton triste de cette femme s'est transformé en un ton semi-paniqué et semi-énervé, donnant un mélange d'émotions qui laissait transparaître le fait qu'elle était complètement perdue dans ce qu'elle pouvait penser ou dire. Il y a juste trop de similitudes pour que ça soit une coïncidence. Le roman se déroule dans le même bâtiment où ma fille a disparu. Vous avez vécu dans le même immeuble que moi pendant 10 ans ou quoi ? Calmez-vous, madame. Comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai moi-même aussi vécu à cet endroit il y a un peu plus de 10 ans. Mais je n'ai entendu parler de cette disparition seulement quand vous m'en avez parlé. Jusque-là, je n'en avais aucune idée. La femme s'est levée d'un seul coup et le ton a monté encore plus fort. Ce n'était plus que de la colère qui sortait de sa bouche. Foutaise! Toute ma famille est chamboulée depuis la disparition de ma fille. Mon mari ne vit que grâce aux antidépresseurs et j'ai quitté mon job et tout ce qui m'apportait pour chercher ma fille que je n'ai jamais trouvée. Et puis pendant que tout ça se passait, je suis tombée sur votre roman. Il y a beaucoup de romans, de films ou d'émissions de télé qui parlent d'histoires de disparition d'enfants. Savez-vous combien d'enfants disparaissent chaque année ? Plus de 300. La femme s'est tue un moment, baissant à nouveau le regard au sol. Plus un seul mot ne sortait de sa bouche. Les chiffres que je venais de lui donner étaient bien réels. Et je pense qu'elle en a pris conscience à ce moment précis. Je lui prouvais donc que sa théorie selon laquelle elle était persuadée de sa véracité tombait complètement à l'eau. Par chance, avant d'écrire mon livre, je m'étais pas mal renseigné sur le sujet. Et je pouvais donc donner des chiffres et des informations officielles et véridiques.
Mes sources étaient vérifiées. De toute façon, quand j'apportais ma science, c'était toujours vérifié, par n'importe quel moyen. Suite à ça, j'ai continué la conversation avec la femme, histoire de l'apaiser un peu. Je suis terriblement désolé de ce qu'il est arrivé à votre fille, mais vous ne pouvez assurément pas m'accuser d'être inculpé dans tout ça, juste parce que j'ai écrit un livre sur la disparition d'une enfant. Vous le faites exprès ou quoi? Ce n'est pas juste la fille dans votre livre le problème. Il y a aussi le bâtiment et la famille de la fille. Il y a beaucoup trop de similitudes pour que ce soit une fiction. C'est comme si vous nous aviez regardés pendant que vous écriviez votre livre. La femme s'énervait une fois de plus. Tout ça commençait à me fatiguer. Peu importe ce que je m'efforçais à lui dire, elle était enfermée dans son idée complètement absurde. Je faisais tout pour garder mon calme et rester humble. Je voulais seulement qu'elle se calme et qu'elle analyse la situation avec maturité, comme j'essayais de le lui faire comprendre. Je pense que vous êtes un témoin et que vous avez vu l'enfoiré qui a dupé et abusé de ma fille. S'il y avait un témoin, peut-être que la police pourrait... Écoutez, je vous le dis encore, mais je n'ai pas été témoin de ce que votre fille a vécu. Quand les auteurs écrivent quelque chose, ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir vécu l'expérience ou d'avoir vu ça dans la vraie vie pour l'écrire. Tout ça, c'est juste une coïncidence. Tandis que la femme était toujours debout, je me suis moi-même levé de mon siège pour me mettre à sa hauteur. Ne le prenez pas mal, mais je pense vraiment que vous avez développé une sévère désillusion paranoïaque due à la douleur de la perte de votre fille. Je vais vous conseiller un bon psychologue. Alors s'il vous plaît, appelez-le. Des illusions? Paranoïaques? Le regard de la femme m'a fait face. Un regard aussi noir que l'ébène. La colère s'est transformée en haine intense à mon égard. Mes mots avaient été trop forts. Elle refusait de voir la réalité en face. Et là, j'ai commencé à craindre pour moi. Je me suis quelque peu reculé, collant mes jambes à mon fauteuil. Elle a serré les poings et a continué. Non, je sais que vous avez écrit ce livre par rapport à ma fille. C'est pas possible que vous ayez pu l'écrire, sinon... Non! Écoutez! Non! Regardez ce que vous avez écrit! C'est exactement pareil! La fille dans le livre est ma fille! Elle a commencé à placer ses mains autour de mon cou et à serrer celui-ci, tandis qu'elle continuait de déblatérer des mots en criant. Ouais, c'était toi! Tu n'es pas un témoin! Tu es le criminel! Tu te fous juste de ma gueule! Où elle est, bordel? Qu'est-ce que tu lui as fait? J'avais du mal à respirer. Ses mains se serraient de plus en plus. Prenez-vous! C'est juste... un roman... Une fiction... Ta gueule, je sais que j'ai raison! Ce roman... Vous... Aidez... Ferme-la! Je suis pas folle! J'ai bien cru que mon heure avait sonné. Vu mon âge, il était impossible pour moi de faire quoi que ce soit. Et j'ai juste laissé la femme serrer ses mains autour de mon cou du plus fort qu'elle pouvait. Jusqu'à ce que soudainement, ma vue se brouille. Tout est devenu flou. Je ne respirais plus. Mes yeux se sont ouverts tout doucement. Ma vue semblait complètement altérée. Je voyais flou. Je me sentais faible. Hein? Mais... qu'est-ce que... J'étais assise sur une chaise complètement attachée. Qu'est-ce qui se passe? Par réflexe, j'ai commencé à essayer de me débattre pour faire lâcher la corde. Mais c'était vain. Puis une voix retentit du fond de la pièce. Tu es réveillé? C'était le mec de tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passait? C'est lui qui m'avait attachée ici? Et puis c'était quoi cette pièce dans laquelle on se trouvait? J'ai bien cru que j'allais mourir tout à l'heure. Si la drogue avait pris plus de temps pour agir, j'aurais été le premier à mourir. Vous avez drogué mon thé? Alors, tu as aimé le goût que ça avait? L'homme m'a adressé un sourire presque amical. Mais je sentais bien qu'il n'y avait aucune bonne intention dans ce geste. Pour être honnête, je n'aurais jamais pensé que tu me chercherais encore après 10 ans. Mes larmes ont instinctivement commencé à couler le long de mon visage. Je ne pouvais pas croire ce qu'il était en train de se passer. J'étais abasourdie, tellement triste, mais en même temps remplie de colère. Où est ma fille? Si vous l'avez tuée, laissez-moi au moins voir son corps. Dites-le-moi, s'il vous plaît. Un corps? Mais il n'y en a pas. Alors, ça veut dire, elle est encore en vie? Non, j'ai dit qu'il n'y avait pas de corps. Parce que... je l'ai mangé.
Son regard a changé d'un seul coup. Ce n'était plus celui d'un être humain. J'ai bien reconnu les yeux d'un monstre à cet instant. Je suis restée figée sur place. Mon regard s'est vidé d'expression. Le silence m'a pris à la gorge. Ces mots venaient de m'achever. Doucement. Chacun de ces mots résonnait dans la pièce. Morceau par morceau. Chacun de ces mots résonnait dans ma tête. Jusqu'au dernier doigt. Chacun de ces mots était un coup de poignard qu'on m'enfonçait à l'intérieur. Tout. Donc ce nouveau livre est la suite du précédent? Oui, j'imagine que ça l'est. Waouh! Une suite officielle après 10 ans. Je ne peux pas attendre. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Ce nouveau travail, disons que... On apprend que le tueur du dernier livre est en fait un cannibale. Oh, juste le fait d'entendre ça, ça me donne des frissons. Si vous lisez mon nouveau livre, vous en trouverez bien plus. Comme tous mes livres. Tout est décrit avec une telle précision. Il faisait nuit noire et la ruelle n'était éclairée que par un vieux réverbère clignotant. Ça prouve à quel point personne ne s'occupait de ce côté de la ville. Il était comme laissé à l'abandon. Dans cette ruelle en question, il y avait une vieille maison qui a été réputée pour être hantée. Évidemment, c'était une rumeur générale qui circulait dans notre ville. Une rumeur que tout le monde connaissait. Et quand une rumeur circule autant que celle-ci, on peut la considérer comme une légende urbaine. Il y en a des bien connues chez nous au Japon, mais celle-ci n'était pas mondialement connue. Elle ne dépassait pas notre ville. Avec mes amis, on a donc décidé de se lancer un défi. Entrer dans cette maison supposée être hantée. On voulait vérifier si ce qui se racontait était vrai ou si c'était juste un ramassis de conneries. Le problème, c'est qu'au moment où on a décidé de se rendre dans la maison, un de nos amis, prénommé Kenta, s'est, je pense, perdu et a tout simplement disparu. Le défi était donc arrivé à un point mort. On l'avait juste envoyé acheter de l'alcool et il n'est jamais revenu. La première question qu'on s'est posée, c'est comment avait-il fait pour se perdre sur le chemin? Surtout que notre ville n'est pas bien grande. J'ai commencé à regretter le fait de l'avoir laissé y aller tout seul, et j'aurais dû l'accompagner jusqu'à la supérette. C'était quand même la nuit, et malgré tout, il peut toujours y avoir des malades quel que soit l'endroit où l'on habite. À ce moment, je ne pensais pas vraiment à tout ça, et je lui en voulais juste en me disant qu'il avait juste eu trop peur pour réaliser le défi et qu'il avait tout gâché. J'avais vraiment envie d'entrer dans cette maison. Le lendemain, en début de soirée, avec mes amis, nous nous sommes retrouvés dans un coin de rue. La nuit était passée et on a décidé qu'on allait partir à la recherche de Kenta. Il était fort probable que cette tête en l'air s'était perdue sur le chemin de la montagne. Ah oui, je l'ai pas précisé au début, mais notre ville se trouvait au pied d'une montagne. Il y avait une vue magnifique. Autant notre ville était pauvre en habitants et pas très belle, mais le paysage autour de cette montagne redorait l'image de celle-ci. On savait tous que Kenta aimait aller se promener sur les sentiers de la montagne, et c'est sûrement ce qu'il avait dû faire pour échapper au défi. Sauf que ces sentiers étaient plutôt dangereux, et il était assez facile de se perdre quand on y allait seul. Un de mes amis a commencé à nous parler de la légende du fantôme qui hantait la vieille maison de la ruelle. Par contre, attention, vous connaissez la légende de la ruelle. Le fantôme de la maison est supposé apparaître bientôt sur la route principale, alors faites attention. Nous sommes restés figés, et nous l'avons regardé l'air abasourdi. Il a continué sur sa lancée. Si vous le voyez, n'ayez aucun contact visuel avec lui. S'il vous voit, il vous hantera. N'ayez jamais de contact visuel. Jamais! Suite à ça, j'ai pris la route à la recherche de Kenta. La nuit était déjà tombée. Je marchais tranquillement, tête baissée, en me remémorant les paroles de mon ami. N'ayez jamais de contact visuel. Jamais! C'était vraiment flippant quand même. Mais je savais que c'était juste une vieille tentative pour nous faire peur. C'est là que je me suis dit que dans les films d'horreur, c'était le genre de mec à mourir en premier. Perdu dans mes pensées, je continuais d'avancer. Quand soudainement, je m'aperçus que j'étais arrivée face à la route principale, celle dont notre ami nous avait parlé plus tôt. Je me suis arrêtée et j'ai fixé celle-ci. Ouais, bon, ok. La nuit, elle faisait vraiment flipper cette route. C'est là que je l'ai aperçue. Cette silhouette au loin. Elle était quelque peu recroquevillée. J'ai plissé les yeux pour essayer de mieux voir, mais il faisait trop sombre pour que ça s'améliore. Hé, Kenta? C'est toi? Je me suis un peu approchée, mais de façon très prudente. De là où je me trouvais, j'entendais la silhouette faire des bruits de mastication. C'est comme si elle était en train de manger quelque chose. Je ne comprenais pas du tout ce qu'il était en train de se passer. Soudainement, la silhouette est apparue beaucoup plus clairement. Comme ça, d'un coup. C'était une espèce de femme fantomatique. Elle s'est tournée vers moi de façon très anormale, comme si les os de son corps étaient brisés et qu'elle pouvait se tourner dans n'importe quel sens.
Du sang se trouvait autour de sa bouche. Elle en avait absolument partout sur sa robe blanche. Elle continuait de mastiquer quelque chose, je ne voyais pas ce que c'était. De la chair peut-être ? Vu la couleur rouge autour de sa bouche et sur ses vêtements, c'est la première chose qui m'est passée par l'esprit. La femme a tourné son regard noir vers moi et m'a fixé dans les yeux. J'ai été tellement surpris que j'ai tout de suite détourné les yeux. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. J'ai répété cette phrase au moins une dizaine de fois, tandis que je détournais les talons et que je reprenais le chemin inverse avec une vitesse que je ne contrôlais pas. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Je me sentais totalement paniquée. J'essayais de me persuader que je n'avais rien vu. Tandis que je continuais de marcher rapidement, je me demandais si cette chose n'était pas en train de me suivre. Je priais pour que ce ne soit pas le cas. Je jetais un coup d'œil furtif derrière mon épaule et il n'y avait rien du tout. Je me suis sentie soulagée. Et j'ai soupiré de soulagement. Bon, même si je l'avais vue et que j'avais été maudit, cette chose avait dû m'enlever 10 ans de ma vie et me laisserait maintenant tranquille. J'ai donc décidé d'oublier tout ça. J'ai continué d'avancer en me disant qu'il était temps pour moi de rentrer chez moi. Il était vraiment tard et je commençais vraiment à fatiguer. J'ai donc continué à marcher dans la rue quand, sous un réverbère, j'ai aperçu quelqu'un assis par terre, dos à moi. Je percevais directement qui était cette personne. C'était Kenta. Je me suis sentie en colère contre lui, parce que je me suis dit qu'il nous avait vraiment pris pour des imbéciles pour le coup, et qu'en fait il ne s'était jamais perdu. Il avait toujours été là depuis tout ce temps. Je m'approchais de lui quand il a levé la main en pointant une direction du doigt et il m'a dit « Retourne à la maison hantée. » Attendez, quoi ? Mais de quoi il me parlait ? Je n'étais jamais entré dans cette maison. Kenta s'est tourné vers moi, il avait l'air mal en point. Il a laissé échapper les mots suivants avec une voix plutôt faible. « C'est toi, Koji. Oh, je me sens pas bien. » Je me suis dirigée vers lui pour lui tendre la main. Il avait sûrement trop bu, cet imbécile, et il devait juste être bourré. J'ai pris sa main dans la mienne pour l'aider à se relever, en me disant que j'avais sûrement dû halluciner tout ce temps. En même temps, j'étais vraiment fatiguée. Pendant que je relevais Kenta, il a dit « Au fait, Koji, Tu m'as vu tout à l'heure, non ?» Le visage de la femme est apparu face au mien, remplaçant Kenta. Je me suis retrouvée immobilisée par la peur. Son regard était plongé dans le mien. Ce jour-là, ce n'est pas Kenta qui a disparu, c'est Koji. Je suis maman d'un enfant de 7 ans et j'ai un témoignage très bizarre à vous raconter aujourd'hui. Déjà, il faut savoir que je n'ai aucune aptitude pour percevoir les choses surnaturelles, ni même aucun 6e sens, comme on l'appelle. D'ailleurs, je ne crois même pas aux esprits, mais j'ai tout de même vu des choses étranges. J'ai commencé à préciser que j'étais maman d'un enfant de 7 ans et je ne l'ai pas fait pour vous raconter ma vie ou quoi que ce soit d'autre. C'est un détail très important car l'histoire tourne autour de celui-ci. Un jour, tandis que je faisais un peu de ménage dans ma maison, j'avais laissé mon petit garçon qui à l'époque avait 5 ans devant la télévision dans le salon. Le plus souvent, il avait le droit à 2 heures de télévision par jour maximum, car je ne suis pas le genre de mère qui aime que son enfant passe son temps enfermé et surtout devant un écran. Donc 2 heures par jour, je l'autorisais à regarder des dessins animés. La plupart du temps, je lui apprenais à faire quelques tâches ménagères. Je faisais des jeux éducatifs avec lui pour son développement. J'ai toujours été une mère aimante et aux petits soins avec mon enfant. Pendant sa session de télévision, je m'occupais du repassage du linge tout en jetant un œil sur mon fils de temps en temps. J'essayais de faire des tâches ménagères plutôt calmes et qui me permettaient de rester dans la même pièce que mon fils quand il était devant la télé. En réalité, mon fils était un enfant assez calme et discipliné, mais il avait cette sale manie de bouger tout le temps et de ne pas rester assis sur le canapé. J'avais beau lui répéter que pour regarder la télévision, il fallait rester assis sur le canapé, que c'était inutile de se lever et de s'approcher de la télé, mais rien n'y faisait. Il n'arrivait pas à rester immobile durant tout ce temps. Et c'est là que le drame est arrivé. Encore une fois, il s'est levé pour se coller à l'écran de la télé, et je l'ai vu trébucher pour se cogner la tête contre le meuble télé tandis qu'il tombait. Sa chute a été étonnamment fulgurante et sa tête a percuté assez fort le meuble. Je me suis empressée d'aller vers lui pour voir s'il se sentait bien. Il n'a rien dit, et peu importe le bruit assourdissant que sa chute a causé, il n'a même pas daigné pleurer. J'ai été très inquiète de sa réaction, car la chute était vraiment très violente, et à cet âge-là, les enfants ont encore la tête très fragile. J'ai donc décidé de l'emmener voir un médecin. Je l'ai donc pris avec moi, nous sommes montés dans la voiture, et j'ai commencé à rouler en direction d'un cabinet ouvert. Malheureusement, ce jour-là était férié et il était impossible de trouver un seul cabinet ouvert. Tout avait l'air fermé. J'ai cherché pendant plusieurs heures.
Désespérée, j'ai décidé d'appeler ma belle-fille, tandis que j'étais arrêtée sur une borne d'arrêt d'urgence. Elle m'a dit que seul l'hôpital était ouvert et m'a proposé de venir avec nous, ce que j'ai accepté. J'ai donc roulé jusque chez elle. Je me suis dit qu'elle aurait pu prendre soin de mon fils jusqu'à notre arrivée à l'hôpital. J'ai roulé jusqu'à sa maison, elle nous attendait déjà dehors, l'air assez inquiet. Elle est montée à l'arrière de ma voiture pour se mettre près de mon fils. Nous avons roulé jusqu'aux urgences. Quand nous sommes arrivés, le parking était bondé et je me suis dit que nous allions attendre des heures. J'étais choquée de voir qu'il pouvait y avoir autant de monde un jour férié. Nous avons tout de même décidé de nous garer là où nous pouvions et nous sommes entrés dans le bâtiment. Je vous épargne les détails de notre arrivée à l'accueil jusqu'à l'attente en salle d'attente. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le temps qu'on soit pris en charge a été vraiment long. Très long. Des heures sont passées quand soudainement j'ai entendu mon nom. Nous nous sommes levés en vitesse et mon fils a enfin pu consulter un médecin. Heureusement, mon enfant n'avait rien de grave. Plus de peur que de mal, comme on dit. Quand nous sommes sortis de l'hôpital, le petit avait les dents qui claquaient de froid. Car oui, nous étions en hiver à cette période. Alors nous nous sommes dépêchés de remonter dans la voiture. L'entrée des urgences se fait via la grande rue, mais pour rentrer chez nous, il était plus simple d'emprunter la sortie qui donne sur l'arrière, dans une rue assez étroite. Je me suis engagée donc dans cette ruelle à sens unique. Je conduisais la voiture et j'étais concentrée pour manœuvrer le véhicule dans cet espace étroit. Cependant, ça ne m'a pas empêché de voir apparaître à environ 4 mètres au-dessus du sol sur un poteau électrique un visage presque humain. On aurait dit le visage d'un mannequin de magasin. Il avait le visage plat et le crâne anguleux et creusé, comme celui d'un kappa. Vous savez, ces démons des eaux qui entraînent les hommes et les animaux dans les profondeurs et qui ont la réputation de se faire repaître de la chair des jeunes enfants. En voyant ça, j'ai été complètement chamboulée et j'ai failli faire une mauvaise manœuvre à cause de ça. Je me suis demandé pourquoi un mannequin est posé à un endroit pareil. C'est vraiment bizarre. À ce moment précis, le mannequin a bougé. Il a tremblé et s'est glissé dans l'ombre du poteau électrique. J'ai soudainement arrêté la voiture en plein milieu de la route, au niveau du poteau électrique. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'étais pas du tout rassurée. J'ai levé les yeux vers le haut du poteau et je n'ai vu aucune trace de personne ou de mannequin. Ma belle-fille qui se trouvait à l'arrière de la voiture et qui est restée concentrée à s'occuper de mon fils a levé les yeux vers le poteau elle aussi, en regardant à travers le pare-brise. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas. Je peux vous dire que ma belle-fille a horreur de tout ce qui peut faire peur et j'ai donc pris la décision de ne rien lui dire pour ne pas l'effrayer. J'ai donc remis la voiture en marche et nous sommes tranquillement rentrés à la maison. Le reste de la route s'est très bien passé. Je ne crois pas du tout aux fantômes. Aussi, je ne m'attendais vraiment pas à voir quelque chose d'aussi inconnu et inquiétant de ma vie. La question que je me pose encore à l'heure actuelle est « qu'est-ce que j'ai vu ce jour-là ?» Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Shin et je suis un jeune homme de 27 ans. Depuis très longtemps, tout ce qui touche à l'informatique et aux jeux vidéo m'a toujours passionné. Et j'ai l'apparence typique du geek cliché. J'ai un corps bien enveloppé, pour ne pas dire gros. Je porte des lunettes qui recouvrent la moitié de mon visage. J'ai des cheveux mi-longs noirs qui sont la plupart du temps bien gras, car la propreté n'est pas ma préoccupation première. J'ai un ami de longue date. Il se prénomme Masashi. Nous avons tous les deux le même âge, puisque nous étions ensemble au même lycée il y a de ça plusieurs années. Masashi, c'est le genre de mec qui a un physique de rêve. Il a un corps svelte, un visage magnifique et prend énormément soin de lui. Contrairement à moi, lui arrive à attirer les filles très facilement. Avec lui, nous nous organisons parfois des sorties tous les deux. Et ce soir-là, nous avons décidé de nous rendre dans un restaurant qui fait des barbecues. Assis à la table du restaurant, on a donc commandé à manger et on s'est dit qu'on allait aussi prendre un peu de saké, histoire de bien profiter de la soirée. Après tout, nous étions de jeunes adultes et c'est maintenant qu'il fallait profiter. Tandis que notre viande cuisait sur le grill, on s'enfilait quelques shots cul sec ensemble, en faisant bien attention de toujours trinquer à chaque nouvelle gorgée. Comme notre estomac était vide et que nous mourions de faim, les shots nous ont rapidement mis un petit coup dans le nez. Ça fait tellement longtemps que j'avais pas bu du saké. C'est plutôt pas mal, hein, Shin ? Oui, j'aime beaucoup. Il est très doux pour du saké. Mais non, idiot, regarde à 11h. À 11h ? Masashi s'est retourné vers une fille qui ressemblait beaucoup à la bimbo typique. Elle était assise à quelques tables derrière nous. Ouais, regarde-moi cette blonde là-bas. C'est tout à fait mon genre. Oh, elle est bonne. Ça a l'air bon. Masashi, la viande est prête. Mangeons.
On dirait que tu vis sur une autre planète, c'est pour ça que t'as pas de meuf, mon gars. La seule préoccupation de Masashi, c'était de trouver une copine, visiblement. Mais moi, je n'en avais rien à faire. J'étais ici pour manger et passer du temps avec lui. Oui, parce que j'aimais vraiment beaucoup passer mon temps avec Masashi. Je sentais mon cœur battre la chamade à chaque fois que je me trouvais en sa compagnie. Tandis que j'entamais mon premier plat de viande, Masashi a baissé la tête, l'air blasé. Pourquoi on est assis ici tout seul? Ah, c'est comme si j'étais maudit. J'ai pas eu de copine depuis Yuko, la loose. C'est vrai, tu n'as eu personne depuis Yuko. Tu es peut-être vraiment maudit. Tu crois? Mais non, tu vas bien finir par trouver quelqu'un. Peu importe que tu sois seul, moi je serai toujours là pour toi. Je lui ai adressé un grand sourire amical pour le rassurer et lui prouver la bonne foi de mes paroles. Au lieu de ça, tu devrais d'abord t'occuper de toi en premier. T'as décidé de rester célibataire toute ta vie? J'avais toujours mon appareil photo dans mon sac, peu importe où j'allais. J'ai décidé de le sortir et commencé à le régler. Je suis pas vraiment intéressée pour avoir une relation avec une fille pour le moment. Je suis déjà heureux avec ce que j'ai actuellement. J'ai posé l'appareil à mon œil et dans un flash, j'ai déclenché celui-ci, prenant une photo surprise de Masashi. Évidemment, il ne s'y attendait pas du tout et il a donc commencé à râler après moi. Tu veux vraiment te contenter de ça? T'es comme ça depuis le lycée. Alors qu'il était en train de me sermonner sur mon long célibat, je n'écoutais ses paroles qu'à moitié et me concentrais plutôt sur mes prises de photos. Je le bombardais avec mon flash pendant qu'il reprit un shot de saké. Une fois qu'il a posé son shooter, il s'est remis à râler. Bon, ça suffit, arrête ça! C'est trop embarrassant! Malgré son avertissement, le flash ne s'arrêtait tout de même pas. J'essayais toujours de prendre un maximum de photos de lui, et c'était la raison principale de mes sorties avec lui. Je passais mon temps à prendre des photos de Masashi, et ce, peu importe l'endroit où nous étions. Je t'ai dit d'arrêter ça, bordel! Il s'est levé subitement et a tendu sa main vers moi pour essayer d'attraper l'appareil photo. J'ai reculé un petit peu pour l'en empêcher. Le son de sa voix s'entendait dans tout le restaurant malgré les bruits ambiants. Pourquoi est-ce que tu prends autant de photos quand on est tous les deux? Arrête de prendre ces photos avant que je détruise ton putain d'appareil! Bah, qu'est-ce qui ne va pas? Ça nous fera des beaux souvenirs. Tout le monde autour de nous s'est retourné à l'entente de notre conversation. Les yeux des autres clients étaient rivés sur nous. Dans un grand sourire, j'ai répliqué « Masashi, j'aime te prendre en photo ». 2 clientes sur la table à côté de nous ont commencé à murmurer des choses en demandant si peut-être Masashi et moi étions un couple gay. Masashi a entendu leurs mots et ça l'a mis dans un état de fureur extrême. Bordel de merde. À chaque fois que je sors boire un verre avec toi, t'es putain d'embarrassant! J'ai plus envie de boire à cause de toi maintenant! Quelques heures sont passées suite à toute cette conversation agitée. Nous avons terminé notre repas et nos boissons et avons payé l'addition. N'ayant pas de permis et habitant à quelques vingtaines de minutes du restaurant, j'étais venue à vélo et je l'ai donc repris pour rentrer chez moi. Bon, il est l'heure de rentrer. J'ai hâte de développer les photos. 25 minutes sont passées et je suis enfin arrivée à mon appartement. Je me suis donc précipitée pour rentrer. Chez moi, je possédais une chambre noire pour faire développer les photos que je prenais. Je me suis rendue dans cette pièce. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent le fonctionnement d'une chambre noire, mais en gros, c'est une pièce qui doit rester fermée et ne surtout pas être en contact avec de la lumière autre que rouge, donc il fait très sombre à l'intérieur. Il n'y a que de cette manière que l'on peut développer des photos soi-même, et ça fait des années que je le fais, donc entre-temps, j'ai pu m'acheter tout le matériel nécessaire pour exercer ma passion de la photographie. Dans cette pièce, donc, beaucoup de photos étaient épinglées sur un fil, au-dessus de la cuve de révélateur. Le révélateur est le produit dans lequel je plonge mes photos pour que l'image apparaisse. J'ai donc commencé à plonger les nouvelles photos que j'avais prises au restaurant dans le révélateur, grâce aux pinces que j'utilise habituellement, pour ne pas que le produit vienne au contact de la peau de mes mains. Quand l'image a commencé à apparaître, on pouvait voir Masashi en train de râler dessus. Je suis restée observer celle-ci fixement. Elle rend vraiment bien. J'ai souri longuement en fixant la photo, puis je l'ai embrassée avec mes lèvres. J'ai lâché un petit rire. Tu m'as demandé pourquoi je n'avais toujours pas de petite amie? Je pense déjà savoir pourquoi. Ce jour-là, on sortait des cours du lycée avec Masashi et Yuko. On marchait tranquillement dans la rue, tandis que la fin d'après-midi se faisait ressentir à la vue de la couleur du ciel. Yuko accrochait le bras de Masashi avec sa main. Ils sortaient ensemble à ce moment. C'était vraiment une très jolie fille, et vu le physique de Masashi, ils formaient un couple magnifique.
Est-ce que t'as faim? Ça te dirait d'aller manger un truc? Bien sûr! Allons manger... des burgers! Encore? Pourquoi tu les aimes autant? Tandis qu'il s'éloignait quelque peu, j'ai décidé de sortir mon appareil photo de mon sac, alors que Yuko collait le corps de Masashi contre le sien, toute heureuse. J'adore les hamburgers. Mais j'aime encore plus marcher en te tenant le bras. Alors je te prête mon bras quand t'en as envie, hein. Attrape-le quand tu le souhaites. Vraiment? Alors je te tiendrai pour toujours. Et ne viens pas me dire d'arrêter après, hein. Hé, regardez par ici. Hmm? Tous les deux se sont tournés en direction de ma voix. Le flash a retenti, et Yuko souriait de façon très naturelle, comme d'habitude, tandis que Masashi, lui, tirait toujours la gueule quand il était surpris. À cette époque, je bombardais déjà le couple de photos, et là, je n'ai pas pu m'en empêcher. La couleur orangée du ciel était magnifique, nous étions entourés d'arbres. C'était le moment opportun pour prendre une superbe photo. Masashi, tu pourrais sourire comme Yuko ? Et comme d'habitude, Masashi est directement monté sur ses grands chevaux et m'a hurlé dessus. Ah non, pas encore! Arrête de prendre ces photos, espèce d'imbécile! Mais la météo est superbe aujourd'hui, et vous avez l'air vraiment beaux ensemble. Oh, il a dit qu'on rendait bien ensemble. C'est adorable. Oui, mais il y a une limite. Il me prend en photo tous les jours. Bon, peu importe. Allons chercher des hamburgers. Et c'est moi qui paye aujourd'hui. On s'était remis en marche vers le centre-ville, tous ayant le sourire aux lèvres. On riait bien quand on était tous les trois. On formait vraiment un trio du tonnerre, je trouvais. Tu viens aussi, Shin? Pas vrai? Ouais, je vais aussi prendre des beignets d'oignons frits. Tu devais pas perdre du poids? Tu ne dis pas ça à moi, j'espère. Nous apprécions notre dernier semestre du lycée ensemble, traînant comme n'importe quel groupe d'amis normal. Mais notre vie normale n'a pas duré très longtemps. Un jour, par une nuit pluvieuse dans une ruelle sombre, Yuko a trouvé la mort, tué dans un accident. Un chauffard ivre lui est rentré dedans avec sa voiture et s'est enfui alors qu'il était en tort. Il a laissé le corps sans vie de Yuko gésir sur le bord de la route. Elle n'a été trouvée que le lendemain au petit matin, par des passants qui ont appelé les secours. Le rapport était clair, elle était morte sur le coup. Elle avait été frappée violemment par la voiture et tous les os de son corps étaient brisés. Sa tête s'est fracassée sur le sol pavé. Quand les passants l'ont retrouvée, une mare de sang se trouvait autour de son crâne. Son corps était dans un état pitoyable, indigne d'elle. Elle ne méritait pas une telle mort. Après ça, je suis devenue obsédée par la capturer dans mes photos. Yuko. Je suis sortie de la pièce, appuyant sur l'interrupteur afin de plonger la pièce dans le noir, laissant la dernière photo reposer tranquillement sur mon plan de travail. Tu étais la seule personne qui me souriait. Je veux juste que tu sois à moi, même si c'est seulement sur des images. Maintenant et pour toujours, je veux continuer à voir ton sourire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story.